Retour dans le passé. Isaac n'était déjà personne, un idiot qui avait éveillé des pouvoirs et s'était élevé au rang de la haute noblesse, finissant par devenir le conseiller direct du roi. Mais aujourd'hui est le jour où il va mourir. Apparemment, le protagoniste a été capturé et accusé de crimes qu'il n'a pas commis. Certains des responsables étaient les chevaliers en armure blanche. Isaac les appelle l'Ordre de la Liberté, un groupe de nobles censés se battre pour les intérêts du peuple. Mais en réalité, le groupe a été fondé par la famille de Saxe. Cette famille était tyrannique et contrôlait secrètement l'Empire dans l'ombre. En d'autres termes, ce grand spectacle de justice n'était qu'un moyen de massacrer leurs ennemis sans les éradiquer. Le protagoniste esquisse un léger sourire après avoir été accusé de travailler avec des démons et d'avoir causé des destructions dans tout l'Empire. Elisabeth prend conscience de sa confiance et demande si cette personne viendra. Le protagoniste confirme, disant qu'il connaît cette personne depuis 20 ans. Isaac révèle que cette personne est Silas Montfort. Cet homme est son meilleur ami, et tous deux partagent la même haine pour la famille Saxe, car elle est responsable d'avoir fait d'eux des orphelins. Finalement, ils ont combattu ensemble et se sont hissés au rang de nobles, tout en s'opposant à la famille. Pendant ce temps, le chevalier continue d'accuser faussement Isaac de la récente catastrophe dans le royaume. Isaac ne se concentre que lorsqu'il lui demande ses derniers mots et révèle qu'ils n'ont pas réussi à capturer son ami. Le chevalier montre de l'intérêt en entendant le nom de Silas Montfort. En retirant le casque, Isaac sent son monde s'effondrer. Le chevalier est en fait Silas. Son ami apprécie visiblement la situation et révèle qu'il l'a trahi parce que la famille Saxe lui a offert quelque chose de mieux. Ainsi, le protagoniste est trahi par quelqu'un qu'il considérait comme son frère. Pire encore, à cause de Silas, tous les amis et compagnons du protagoniste vont mourir. Pris de rage, Isaac invoque son avatar, ce qui désorganise immédiatement la formation des chevaliers. Il se déplace comme l'éclair, décidé à emporter un maximum d'ennemis avec lui. Pendant ce temps, son ami traître observe Isaac vaincre les chevaliers avec aisance. Finalement, il décide d'intervenir et, utilisant un sort puissant, piège le protagoniste avec une magie de barrière. Peu après, Isaac est conduit à la guillotine pour y être exécuté. Avant de mourir, le protagoniste exige de savoir ce qu'il a fait pour être trahi. Silas répond qu'Isaac n'a rien fait. Il dit qu'il a toujours été un simple pion, c'est-à-dire que Silas a toujours été infiltré pour travailler pour la famille Saxe. Et c'est ainsi que le protagoniste perd la tête. Même avec sa conscience qui s'estompe, Isaac refuse d'accepter son destin. Ses regrets et son désir de vengeance ne font que grandir. Soudain, un pouvoir mystérieux commence à briller, et il ouvre à nouveau les yeux. La première chose qu'il voit, c'est la destruction. Des gens qui courent pour sauver leur vie. Le protagoniste rit de manière hystérique, pensant que Dieu le bombarde lorsqu'il le fait s'arrêter en enfer. Malgré ses efforts pour combattre la tyrannie. Mais quelque chose lui semble familier. En y regardant de plus près, il se rend compte qu'il est revenu à la vie. Les chevaliers portent l'armure du comte Revel de l'Est. Une voix le tire de ses pensées. C'est son ami d'enfance, Gavin, qui lui demande de fuir. Le protagoniste est choqué de le voir, puisqu'il ne l'avait pas vu depuis 20 ans. Après tout, c'est le jour où Gavin devait mourir en essayant de le protéger. Gavin crie pour qu'il court et le suive. Cependant, concentré sur la fuite, Gavin ne remarque pas un corps sur le sol. Il trébuche et tombe. À ce moment-là, Isaac a l'impression de revivre le passé, sachant ce qui va se passer ensuite. Sans réfléchir, il court, prend un bouclier et arrive à temps pour bloquer le coup mortel. Le chevalier est surpris, mais le protagoniste répond par un coup de pied qui le désarme. Cependant, Isaac se rend compte avec le choc que ses attaques sont faibles. Il ne ressent aucun remords quant à son pouvoir. Le chevalier admet qu'il est doué pour un idiot inutile. Mais il dit que c'est dommage qu'il aille mourir. Isaac réalise alors qu'il est plus jeune et n'a pas de cicatrice sur le visage. Et Gavin l'appelle, le ramenant à la réalité. Le protagoniste réagit à temps et empêche l'attaque du chevalier en lui retenant la main. L'ennemi étant plus fort, Isaac s'en remet à son expérience du combat. Le chevalier continue de faire pression, profitant de la différence de force. En voyant la lame s'approcher, Isaac calcule son prochain mouvement. Il se souvient d'un point faible dans l'armure, près du cou. Puis, d'un mouvement rapide, il désarme le chevalier et le décapite d'un seul coup. Les 20 années d'expérience ont finalement porté leurs fruits. Gavin est surpris et lui demande quand il a appris à se battre comme ça. Isaac est également confus et demande si son ami est vraiment en vie. Gavin confirme que c'est le cas. Sur ce, Isaac réalise qu'il est revenu 20 ans en arrière, avant son exécution. Il ne comprend pas comment c'est arrivé, puisqu'il se souvient clairement d'être mort. Gavin pose la main sur son épaule et explique, nerveux, que leurs familles sont en danger. Les chevaliers du comte brûlent les maisons et tuent les habitants. Isaac se souvient de ce qui s'est passé. C'est le jour où le comte Havel tente de réprimer la révolte dans le village. C'est aussi le jour où Gavin et ses propres parents sont morts. Sans perdre de temps, il court vers leur maison. Isaac décide de laisser le mystère de son retour pour plus tard. Ce qui compte maintenant, c'est de protéger sa famille. Dans sa vie passée, il était l'un des plus grands guerriers de la capitale, capable d'affronter la famille de Saxie. Mais maintenant, il n'est plus qu'un adolescent, sans pouvoirs éveillés et sans formation à l'académie. Juste un playboy ordinaire.
Pendant qu'il court, Isaac ressent le danger et tire Gavin, esquivant une attaque. Quand il regarde, il voit Zivald, le fils du comte. Certains habitants implorent pitié, mais Zivald se contente de sourire avec mépris et dit que c'est la conséquence de leurs actes. Ensuite, il libère son pouvoir, tuant les villageois et détruisant les maisons. Isaac se souvient de ce type, quelqu'un qui s'amuse à massacrer des familles. Même s'ils sont nobles, Isaac ne peut pas faire grand-chose sans ses pouvoirs. Il suggère à Gavin de s'enfuir par les toits pour éviter d'être pourchassé. En suivant ce plan, ils parviennent à atteindre la maison d'Isaac, où 3 soldats sont en train d'entrer. Isaac se prépare à agir, mais Gavin l'en empêche, suggérant de chercher de l'aide. Isaac ne répond pas, même si cela était possible. Le temps que les secours arrivent, sa famille serait déjà morte. De plus, ce ne sont que de simples soldats. Ils sont 3, mais ils ne sont pas aussi forts que le chevalier qu'il a affronté plus tôt. Il n'a peut-être pas ses pouvoirs, mais il est convaincu qu'il peut s'occuper de ses minables grâce à ses 20 ans d'expérience au combat. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il entre par la fenêtre de manière théâtrale. À l'intérieur, il voit 2 soldats tenir sa famille tandis qu'un 3e se prépare à l'affronter. Isaac court dans la cuisine et prend 2 couteaux comme arme. Il lance le premier avec précision et atteint immédiatement le cou de l'un des soldats. Les 2 autres sont abasourdis par la précision d'Isaac. Cependant, il n'a pas le temps de récupérer. Il s'engage dans un combat au corps à corps avec l'un d'eux, en utilisant uniquement un couteau de cuisine. Grâce à son expérience, il remarque une attaque venant par derrière. Isaac est acculé, incapable d'avancer ou de reculer. Alors, il se sert du soldat devant lui et fait un mouvement agile, amenant l'attaque de l'autre soldat à frapper son propre allié. Le dernier soldat est paralysé par le choc, et Isaac s'en prend à lui, le tuant de sang-froid. Isaac dit qu'il a toujours rêvé de ce moment, l'opportunité de faire enfin ce qu'il voulait faire auparavant. En même temps, il se sent reconnaissant d'avoir enfin cette opportunité. Après cela, il met fin à la vie du soldat d'un seul coup. Sa petite sœur est la première à courir vers lui, suivie de ses parents. Isaac sent une chaleur dans son cœur et commente qu'ils lui ont manqué pendant des années. Son père parle en premier, soulagé mais confus. Il demande ce qu'il voulait dire et quand il a appris à se battre. Isaac promet de tout expliquer plus tard, mais dit qu'ils doivent d'abord se rendre en lieu sûr. Il suggère la forêt, expliquant que dans sa vie passée, les villageois qui ont survécu sont ceux qui ont réussi à s'y réfugier et ne sont revenus qu'à l'aube. Sachant cela, il insiste pour que Gabin les accompagne. La maison des parents de Gabin est la plus proche de la forêt, donc Isaac pense qu'ils sont en sécurité. Pour le rassurer, il se rappelle que dans sa vie passée, les parents de Gabin avaient survécu alors que Gabin était mort. Cette fois, il promet de le ramener vivant auprès d'eux. Sur ce, tout le monde se dirige vers la forêt. Sous la direction d'Isaac, il se dit que de nombreux villageois vont mourir ce jour-là à cause du comte. Puisque le destin lui a donné une seconde chance, il jure d'en tirer le meilleur parti. La scène passe à la forêt. Comme prévu, certains villageois sont déjà là, ayant allumé un feu. Maintenant, ils sont hors de danger, et les hommes du comte ne sont pas encore arrivés. Isaac s'apprête à suggérer de se reposer, mais soudain, il a la tête qui tourne et sa vue se brouille. Il en conclut que son corps est faible et qu'il s'est forcé au-delà de ses limites. Ses pensées retournent au jour de son exécution. La trahison de Silas est toujours vive dans son esprit, ainsi que son désir de vengeance. Soudain, il voit le visage de Gabin et ouvre les yeux. Maintenant, il est sûr d'être retourné dans le passé avec les souvenirs du futur. Il ne sait toujours pas pourquoi il est revenu, mais il a désormais un avantage injuste sur la famille de Saxi et sur Silas, qu'il a trahi. Plein de rancœur, il commence à planifier sa vengeance. Tout d'abord, il doit éveiller son pouvoir. Cependant, ses pensées sont interrompues par un cri. Au début, Isaac panique, pensant que les hommes du comte l'ont trouvé et court vers le bruit. Il trouve Gabin. Isaac est confus, mais avant d'agir, son père l'arrête, disant qu'il devrait laisser souffler son ami. Isaac ne comprend pas jusqu'à ce que son père révèle que les hommes du comte ont tué les parents de Gabin. C'est un véritable choc, car cela ne s'était pas produit dans sa vie passée. Isaac refuse de l'accepter. La maison des parents de Gabin était plus proche de la forêt, il leur demande donc pour savoir ce qui s'est passé. Apparemment, pendant qu'il était inconscient, le fils du comte est entré dans une rage folle en découvrant que ses hommes avaient été tués. En conséquence, il a déclenché une attaque de foudre à grande échelle qui a frappé tout le village, provoquant la mort des parents de Gabin. En sauvant Gabin et sa famille, Isaac a fini par créer un effet papillon. Alors qu'il se demande si c'est une sorte de punition, et s'il est destiné à subir des pertes, son père pose la main sur son épaule et lui dit que ce n'est pas sa faute. Les coupables sont le comte et son fils, ce salaud. En fait, comme ce salaud aime tuer, il n'a utilisé la mort de ses hommes que comme excuse pour massacrer encore plus de gens avant de partir. Son père lui dit qu'il est fier de lui, car Gabin lui a appris qu'il avait risqué sa vie pour le sauver. Les mots de son père font reprendre ses esprits à Isaac. Une fois de plus, il réalise qu'il s'agit d'une seconde chance, et qu'il doit utiliser sa connaissance de l'avenir pour détruire la famille Saxe. En pensant à cet avantage, il se rappelle la première étape de son plan. Éveiller ses pouvoirs. C'était déjà difficile d'affronter un chevalier, alors il ne peut pas faire grand-chose sans pouvoir. De plus, avec ses pouvoirs, il sera en mesure de protéger tout le monde, en particulier sa sœur. En y pensant,
Isaac se rappelle ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a été consumée par le chagrin. Il l'avait laissée derrière lui, et elle s'était retrouvée sous la garde de l'ancien du village. Cet homme était connu comme une personne bienveillante et le chef du village, mais ce n'était qu'une façade. En réalité, c'était une ordure qui abusait de sa sœur. Puis il l'avait vendue aux hommes du comte, ce qui avait entraîné encore plus d'abus. Finalement, elle n'avait pas pu le supporter et s'était donné la mort. Mais cette fois, Isaac jure de la protéger. Il l'enlace en silence, promettant de ne jamais refaire la même erreur. Et cela vous fait réaliser quelque chose. Si votre sœur est en sécurité, cela veut dire que quelqu'un d'autre peut subir son sort. Ignorant l'état de deuil de Gabin, Isaac lui demande des nouvelles de sa sœur, Anna. Comme prévu, elle avait déjà été emmenée par l'ancien, et c'est terrible. Donc, la sœur de Gabin. Désespérément, Isaac insiste sur le fait qu'ils doivent la sauver, car l'ancien n'est pas digne de confiance. Gabin est surpris par cette urgence, mais rappelle que l'ancien est le chef du village. Qui pourrait être plus digne de confiance? À ce moment-là, l'ancien lui-même apparaît, demandant ce qui se passe. Il montre de l'inquiétude pour les jeunes et suggère à Isaac de laisser le temps à son ami de se remettre. Isaac essaie de répondre calmement, sachant que l'homme cache sa véritable nature. Pendant ce temps, l'ancien offre des mots de réconfort à Gabin, lui disant d'être fort et lui garantissant que sa sœur est en sécurité, rendant Gabin très reconnaissant. Le protagoniste se sent agacé en entendant cela. Il décide d'agir seul, sachant que personne ne le croirait. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire. Plus tard, Isaac sauvera sa sœur tout en pensant à éveiller ses pouvoirs. Il se souvient que dans sa vie passée, après la mort de ses parents, il lui a fallu des semaines et beaucoup de chance pour éveiller les pouvoirs qu'il possédait. Cette fois, il n'est pas inquiet. Il sait exactement comment débloquer ses pouvoirs en seulement 2 jours. La destruction du village lui fait promettre de s'occuper du comte Ravel et de son fils le moment venu. Mais pour l'instant, il y a un gros porc qui doit être battu. Lorsqu'il arrive à la maison de l'ancien, Isaac entre et observe la situation. Il ne s'est même pas écoulé un jour depuis la destruction du village, et l'ancien était impatient de profiter de Anna. Le protagoniste en a assez vu avant que quelque chose de pire n'arrive. Isaac entre dans la pièce naturellement, disant que l'ancien restera toujours un misérable vert, peu importe le nombre de vies qui passent. L'homme est surpris. Il avait garanti que personne n'entrerait, et voilà qu'un garçon ose l'interrompre. Abandonnant le bandage, il demande si Isaac veut mourir. Sans attendre la réponse, il ordonne au chien de chasse d'attaquer. Isaac est surpris un instant par la vitesse de réaction, mais agit rapidement, attirant l'animal hors de la pièce. Lorsque le chien est sur le point de l'atteindre, il fait un mouvement brusque, confondant la bête et l'emmenant à l'extérieur, refermant la porte aussitôt. L'ancien observe de près la confiance d'Isaac. Il prend sa hache et révèle un secret. Était celui qui avait guidé les hommes du comte vers les parents d'Isaac. Tout cela pour pouvoir garder sa sœur. Il dit cela à Isaac car il a l'intention de le tuer pour ensuite s'occuper de ses parents. En réponse, Isaac soupire simplement, comme si ce plan était une évidence. Il sait déjà que l'ancien n'a pas seulement orchestré l'attaque sur le village, mais l'a aussi fait en échange de recevoir un titre de noblesse du comte. L'ancien est abasourdi, complètement déconcerté, et demande comment Isaac sait tout cela. Isaac répond froidement qu'il le savait juste avant de le dépouiller. Il ne cache pas qu'il a déjà tué ce salaud auparavant et qu'il a l'intention de le refaire. Sans hésitation, Isaac avance avec ses fidèles couteaux de cuisine. Malgré sa grande force, l'homme balance rapidement sa hache. Mais ce n'est pas un problème pour Isaac. Pour lui, les mouvements de l'ennemi sont trop prévisibles. Quand il voit une ouverture, Isaac attaque et coupe précisément la cuisse du vieil homme. L'homme grince des dents de douleur, qualifie ce coup de chance et se lève avec encore plus de fureur. Malgré tout, cela reste facile. Ces attaques sont trop larges et simples à prévoir. Le combat commence à ressembler à un simple entraînement pour Isaac. Transpirant de nervosité, le vieil homme demande qui a appris à Isaac à se battre. Isaac répond que cela ne devrait pas être son problème. Il devrait plutôt s'inquiéter de ne pas perdre la tête. Isaac saute en l'air, promettant une fin rapide et douloureuse, mais commet une erreur. Il ne prend pas en compte une variable. Le vieil homme libère de l'électricité, et une décharge de sa paume projette Isaac contre le mur, provoquant des fissures sous le choc. Isaac subit quelques dégâts et réalise son erreur. Quand il avait combattu le vieil homme dans le passé, il possédait déjà ses pouvoirs. Le vieil homme sourit, réalisant que la situation a changé, et s'approche d'Isaac en disant qu'il ne sait de toute évidence pas tout. Après tout, le comte Ravel n'avait pas seulement promis un titre de noblesse, mais l'avait également aidé à éveiller ses pouvoirs. Avant de continuer, Isaac explique comment fonctionne le pouvoir des nobles. Ce ne sont pas seulement des tyrans qui exploitent les plébéiens. Cette oppression provient de la domination d'un pouvoir redoutable, le contrôle de la foudre. Tous les nobles peuvent manipuler l'électricité, s'en servant pour augmenter leur vitesse ou lancer des lances, tout comme pour créer des barrières. Ce pouvoir leur permet de faire des choses impossibles pour les gens ordinaires. Une rumeur dit que ce pouvoir a été donné par les dieux, qui ont chargé les nobles de protéger l'humanité contre les démons au sud du continent. Mais Isaac révèle que c'est un mensonge. En fait, n'importe qui peut acquérir ce pouvoir en consommant une soi-disant pilule d'éveil, une drogue secrète créée par les nobles. Le vieil homme, sentant le pouvoir transpercer son corps, commente que le comte n'a pas menti. Il croit que maintenant il peut garantir sa place parmi les nobles. Isaac rétorque, disant qu'il se fait des illusions. Tout au plus,
il deviendra un serviteur jetable jusqu'à ce qu'il cesse d'être utile. Furieux, le vieil homme décide d'en finir rapidement. Isaac dévie facilement la première attaque et réalise que le vieillard n'est qu'un débutant, puisqu'il vient tout juste d'éveiller ses pouvoirs. Autrement dit, il y a encore une chance de gagner, mais il doit éviter le moindre coup. Tout en y réfléchissant, il commence à formuler un plan et remarque bientôt un fil de cuivre. Pendant ce temps, le vieillard, excité par son nouveau pouvoir, ne perçoit pas le danger. Isaac sait que le plan est risqué et qu'il n'aura qu'une seule chance. Il commence à attacher le fil à une poignée métallique. Ensuite, il enroule le fil autour d'une épée décorative, créant ainsi un circuit fermé. Maintenant, il lui suffit d'amener le vieil homme à utiliser son pouvoir. Pour cela, il provoque l'ennemi, disant que même avec des pouvoirs, il n'arrive pas à le toucher et rêve encore de devenir noble. Comme prévu, le vieillard tombe dans la provocation. Au moment où il libère une importante décharge électrique, Isaac jette le fil de cuivre dans le courant, le poussant ainsi à conduire l'électricité. Puis, Isaac court et glisse derrière le vieillard. Désorienté, l'homme ne comprend même pas ce qui se passe. Isaac dit simplement que c'est fini et lui assène un coup de pied direct dans l'abdomen. Le vieillard goûte à son propre poison et finit gravement blessé. Malgré cela, il est toujours en vie et demande comment Isaac a gagné. Isaac est surpris par sa résistance, mais il voit une opportunité. Alors il prend son couteau de cuisine pour terminer le travail personnellement. Le désespoir remplace l'arrogance du vieil homme, qui commence à implorer pitié et promet du pouvoir. Isaac lui fait face froidement et lui demande comment il a le courage de demander pardon après ce qu'il a fait à sa sœur. Le vieil homme, sous le choc, prétend qu'il ne l'a jamais touché. Isaac s'impose face à lui, avec un regard plein d'une haine accumulée. Et comme dans sa vie passée, le tue d'un seul coup. Le problème étant résolu, Isaac court s'enquérir de l'état d'Anna. Elle a simplement perdu connaissance et il promet de la ramener à son frère. Quand il ouvre la porte, il en oublierait presque les chiens de chasse. Mais un simple regard menaçant suffit à les faire reculer. La scène change pour la maison des parents d'Isaac. Gab est inquiet, mais les parents d'Isaac le rassurent. Quand quelqu'un frappe à la porte, Gab court immédiatement. Face au vieillard, il demande désespérément des nouvelles de sa sœur. Isaac explique que c'était l'œuvre du vieil homme et révèle qu'il a aidé à planifier l'attaque du village. Gab craint des représailles, mais Isaac le calme, disant qu'il a déjà réglé le problème. Comme si de rien n'était. Puis, il change de sujet et dit qu'il a besoin de parler à tout le monde. Il explique qu'il sera absent pendant quelques jours et garantit que le village est en sécurité. Son père reconnaît ses capacités, même sans comprendre pleinement ses plans, et décide de lui faire confiance. Isaac révèle alors calmement qu'il a l'intention de tuer le comte actuel. Son père est surpris, mais accepte. Ils se tiennent la main, symbolisant la confiance. Isaac promet de ne pas décevoir, et le sourire de son père témoigne de sa fierté. Isaac se dirige vers les montagnes, l'endroit idéal pour exécuter son plan. Là, il se souvient de la façon dont il a éveillé ses pouvoirs dans sa vie passée. Après la mort de ses parents, il a erré, consumé par la douleur, jusqu'à atteindre le sommet de cette même montagne. Épuisé, il s'est reposé sous un arbre. Et c'est là qu'il a été frappé par la foudre. Maintenant il comprend. L'arbre servait de paratonnerre. Et le moment est parfait, alors qu'une tempête approche. En d'autres termes, il est temps d'être à nouveau frappé par la foudre. Il explique ensuite que le soi-disant pouvoir divin des nobles n'a rien de divin. Tout le monde a le potentiel de contrôler l'électricité. Le problème est de pouvoir éveiller ce pouvoir. Il y a une région dans le cerveau qui, lorsqu'elle est activée, permet de contrôler la foudre comme s'il s'agissait d'un muscle. Les nobles utilisent des pylônes pour assurer cet éveil et maintenir le pouvoir dans leur lignée. Cependant, à l'origine, l'éveil se produisait lorsqu'on était frappé par un éclair naturel. Une méthode extrêmement dangereuse, avec de très faibles chances de survie. C'est pourquoi les nobles ont développé les pylônes. Mais Isaac est différent. Il est l'un de ceux choisis par la foudre elle-même. Maintenant, notre garçon est assis sur l'arbre, attendant littéralement d'être frappé par la foudre. Comme si le ciel répondait à son appel. Le ciel tremble d'éclairs jaunes. Notre protagoniste est officiellement le seul à s'enthousiasmer d'être frappé par la foudre. Malheureusement pour lui, la foudre le rate de quelques centimètres. Apparemment, il a mal calculé et ne se souvient pas exactement de la position où il a été frappé dans sa vie précédente. Isaac réalise qu'il n'aura peut-être pas de seconde chance. Et puis il recourt à des mesures désespérées en utilisant l'arbre comme support. Il attache une corde autour de sa taille et court vers l'avant, avec l'intention de se jeter de la falaise. Il est prêt à parier sa propre vie juste pour obtenir vengeance. Au moment où il est dans les airs, il est violemment frappé par un éclair qui parcourt tout son corps, le faisant s'évanouir un instant sous le choc intense. Quelques instants plus tard, il se réveille avec succès. Il remonte sur le bord de la falaise, avec son esprit concentré sur une seule chose, la vengeance. Maintenant, le pouvoir d'Isaac est enfin revenu, comme dans sa vie précédente. Il lui a fallu des années pour maîtriser ses compétences. Mais cette fois, c'est différent. Il a 20 ans d'expérience. En y pensant, il ferme le poing et y canalise son énergie. Le résultat, il détruit un énorme rocher avec de l'énergie pure. Intrigué, il teste à nouveau et obtient le même résultat. Un sourire satisfait apparaît sur son visage. En avançant, il décide de tester sa vitesse sur un seul pas. Il court plusieurs mètres en une demi-seconde. Isaac se rend compte que sa vitesse actuelle est d'environ 100 mètres par seconde. Ce n'est toujours pas suffisant pour franchir le mur du son. Ensuite, il change d'objectif. Il se demande s'il peut invoquer son avatar, se concentrant intensément. Il essaie, mais ce qui apparaît est à peine comparable à un petit animal, ce qui le laisse un peu déçu.
Il remarque que c'est tout à fait prévisible. Après tout, il vient de s'éveiller et n'a plus la puissance qu'il avait. Pour contextualiser, l'avatar est la manifestation de l'âme électrique d'un grand guerrier, ce qui malheureusement requiert un haut niveau de maîtrise pour être invoqué. Ceux qui débloquent leurs avatars sont considérés comme de véritables puissances. Malgré cela, Isaac est satisfait. Il a éveillé son pouvoir et s'offre maintenant le luxe de s'entraîner en paix. Au milieu de ses pensées, il est effrayé d'entendre quelqu'un appeler son nom. La voix appartient à sa sœur. Notre garçon est choqué et demande immédiatement ce qu'elle fait là. Madeleine révèle qu'elle a trouvé son comportement suspect. Et puis elle l'a suivi, réalisant qu'il n'y a plus de raison de se cacher. Isaac décide de dire la vérité. Il l'avertit de se préparer, puis révèle qu'il vient du futur. Bien sûr, elle ne croit pas à cette partie. Et on se demande s'il s'est cogné la tête ou si la foudre a grillé des cellules dans son cerveau. Maintenant, Isaac se rend compte à quel point c'est fou de le dire à voix haute. Pourtant, elle ne peut pas nier le fait que son frère s'est éveillé. Il commence immédiatement à imaginer les avantages. Protection contre les nobles corrompus et plus important encore, la richesse. Notre garçon lui donne une petite tape sur la tête, en lui disant de se calmer. Il reconnaît son enthousiasme et promet d'améliorer les choses. Mais elle doit garder son éveil secret. Avant qu'il ne termine, elle l'interrompt et exprime un soutien et une confiance totale. Après tout, sans lui, elle et leurs parents seraient peut-être déjà morts. Soudain, elle remarque la marque sur son visage et demande si elle est permanente. Il semble que la foudre lui ait donné la même marque qu'avant. Les jours passent et avec Isaac enfin éveillé, son entraînement commence. Sa sœur est là pour l'aider dans la première séance. Notre garçon se concentre sur l'amélioration de sa vitesse et de ses sens en un instant. Il s'élance, essayant d'attraper toutes les pierres avant qu'elles ne touchent le sol. Il parvient à en attraper 14 sur 15. Madeleine réalise ses progrès rapides. C'est presque comme s'il s'était déjà familiarisé avec ses pouvoirs. Quand elle demande à descendre de l'arbre, Isaac refuse. La pauvre fille ne descendra pas tant qu'il n'aura pas attrapé toutes les pierres. Bien sûr, elle s'irrite. Elle est dans cet arbre depuis des heures. Cette fois, Isaac parvient à attraper les 15 pierres avant qu'elle ne s'en souvienne. Notre garçon suggère d'augmenter à 16. Regardez son sourire, profitant clairement de sa sœur une fois de plus. La semaine suivante, il se plonge dans un entraînement intense à ses côtés. Il admet que passer du temps avec elle et la voir heureuse en vaut la peine. C'est la meilleure chose qui lui soit arrivée en 20 ans. Malgré cela, il sait qu'il sera temps de s'occuper de son ami traître. Mais pour l'instant, il s'entraîne avec sa sœur, tout cela pour se préparer à tuer le contre-rebelle. Dans sa vie précédente, il n'a pas réussi à venger ses parents et son village parce qu'il n'a pas maîtrisé son pouvoir à temps. De plus, son statut de noble de haut rang l'a empêché d'agir librement et sans nuire à sa réputation. En y repensant, il se rend compte qu'essayer de changer la tyrannie de l'intérieur était une sacrée idée. Mais cette fois, ce sera différent. Il matérialise une épée d'aura avec son pouvoir et la pointe précisément vers un arbre. Maintenant, c'est clair. Cette fois, le comte et toute sa famille sont condamnés. L'histoire passe au manoir du comte, situé dans la province orientale du royaume de Gala. On peut voir une trace rouge escalader facilement l'immense château. La figure n'est autre que notre garçon, accomplissant ses missions meurtrières. Bien que le château semble bien gardé, ce n'est pas un problème pour lui. Avec sa vitesse améliorée, les soldats en patrouille sont pratiquement des statues. À l'intérieur, notre garçon entend une conversation agitée. Il s'agit du chef qui presse son équipe d'accélérer et de préparer le dîner. Après tout, il ne veut pas finir comme le chef précédent, qui a été brûlé et tué par le comte. Notre garçon trouve cela très pratique. Maintenant, il n'a pas à s'inquiéter de devoir trouver le comte. Pourtant, il a besoin d'une distraction. En y réfléchissant, il voit des gardes rassemblés autour d'un feu. Les gardes du comte sont un fléau dégénéré. Ils parlent des filles que le comte leur a promises. L'un d'eux, avec une cicatrice sur la joue, pense que quelqu'un a dû tuer le comte, puisqu'ils n'ont eu aucune nouvelle de lui. Cependant, ces vers sont plus préoccupés par les filles que par la vie du comte. En entendant cela, notre garçon réalise que ce sont les mêmes hommes qui ont abusé de sa sœur dans sa vie précédente. Et que dans cette ligne temporelle, il devait faire du mal à Anna. En pensant à cela, il décide de leur envoyer un cadeau d'adieu. Il tranche la tête d'un golem de pierre au-dessus d'eux. Un poids énorme s'abat sur lui, écrasant instantanément l'un des gardes et l'envoyant valser. Les autres sont incrédules, se demandant comment une tête de pierre a pu tomber de nulle part, tandis que l'un d'eux tente d'enquêter. Un autre rejette l'idée et parle d'une coïncidence. Finalement, il décide d'appeler quelqu'un pour nettoyer ce gâchis. Pendant ce temps, Isaac descend rapidement le mur, profitant de l'opportunité parfaite. Néanmoins, il sait que chercher le comte peut prendre du temps. Alors il décide de trouver un bon point d'observation, en activant ses pouvoirs. Il grimpe sur une tour et aperçoit enfin les quartiers du comte. Une pièce illuminée, se détachant dans l'obscurité. Isaac s'y rend immédiatement. Son plan était de fouiller la zone, mais il trouve des gardes protégeant la porte. À ce stade, ils sont plus une interruption qu'un obstacle. Isaac se déplace un instant, et quand les gardes s'en rendent compte, il est trop tard. Les deux sont instantanément électrocutés. Il prend accidentellement l'une de leurs épées, bien qu'il n'en ait même pas besoin. La scène change pour la salle à manger à l'intérieur du manoir, où notre garçon déclare audacieusement que la fête est finie. Le visage du comte montre d'abord le choc et l'incrédulité, puis se transforme en un sourire acéré. Pendant ce temps,
Zivald réagit mal à l'apparition soudaine d'Isaac. Malgré sa présence, la conversation continue comme s'il ne s'agissait que d'une brise froide. Après une brève discussion, le comte soupçonne qu'Isaac est l'assassin qui a tué le garde. Il conclut que cela ne serait possible que si Isaac avait volé ses pilules d'éveil. Isaac est surpris, malgré son intention claire. Ces gens ne le prennent pas au sérieux, mais c'est logique. C'est ainsi que les nobles voient les plébéiens. Dans leurs yeux, Isaac n'est plus qu'une mouche agaçante. Malheureusement pour eux, cette mouche est sur le point de détruire toute leur lignée. Calmement, Isaac reconnaît la déduction du comte. À ce moment, Zivald prend la parole, disant que son père lui doit maintenant 100 pièces d'or. Il s'avère que le garde n'était qu'un pion depuis le début. Le comte, en d'autres termes, pense que son fils comprend mieux les plébéiens que lui. Cette famille est vraiment tordue. Il ne se contente pas d'utiliser les gens, mais nous traite comme des outils de divertissement et de pari. Isaac finit par se lasser de ces jeux malsains, ce qu'il dit ensuite les laisse sous le choc. Il traite le comte de gros porc. Apparemment, c'est ainsi que le comte est connu dans la capitale. Isaac le sait parce que dans sa vie précédente, il faisait partie de la haute noblesse. Une pratique courante parmi eux consiste à bombarder les seigneurs de province et à leur donner des surnoms dégradants. Il n'épargne ni l'épouse ni le fils du comte. Il ridiculise toute la famille, les qualifiant de bande de porcs. La comtesse perd le contrôle. Son énergie s'intensifie et elle brise sa propre tasse par accident. Elle lance une énorme explosion électrique contre Isaac, essayant de le brûler jusqu'à ce qu'il se transforme en cendre. L'attaque détruit une partie du mur, remplissant l'environnement de fumée. Mais quand la poussière retombe, Isaac est là, complètement détendu et continuant à les narguer, laissant le comte sous le choc. Elle prépare une autre attaque, amplifiant cette fois son pouvoir au maximum. C'est alors qu'Isaac agit. Au moment de l'incantation, la comtesse ressent quelque chose d'étrange et perd le contrôle de son pouvoir. Les pensées d'Isaac révèlent la vérité. Son contrôle est pathétique. C'est une erreur d'utiliser initialement trop de pouvoir sans contrôle. Alors que le comte hurle pour sa femme, Isaac révèle qu'une seule étincelle de son pouvoir suffit à mettre fin à ses jours. Cette étincelle surcharge sa magie, la faisant exploser de l'intérieur. Le résultat est une mort instantanée. Cela ne laisse pas au comte le temps de regretter. Isaac promet de l'envoyer la rejoindre. Peu avant que l'attaque d'Isaac ne frappe, Zivald intervient et invoque une barrière pour protéger son père. Le comte retrouve rapidement sa posture. Isaac se rend compte qu'une attaque arrive par derrière, et l'esquive légèrement. Maintenant, il réalise qu'il fait face à deux adversaires en même temps. Le comte et son fils avancent, déclarant qu'à cause des actions d'Isaac, tout son village souffrira s'ils parviennent à le tuer. Isaac se contente de sourire. C'est le genre de sourire de quelqu'un qui connaît déjà le résultat. Il les traite à nouveau de porcs et déclare être le loup venu les chasser. Zivald avance comme un rayon, le poing fermé. Mais pour Isaac, tout bouge au ralenti. Il révèle que même s'ils se sont éveillés en utilisant des pilules, cela n'est rien comparé à son éveil naturel provoqué par un véritable éclair. Cependant, il n'a pas une seconde de répit, car une autre attaque surprise survient. Malgré sa puissance supérieure, Isaac est désavantagé si le combat s'éternise. Père et fils coordonnent leurs attaques, essayant de le surprendre au moment parfait. Ils croient avoir trouvé une ouverture et attaquent ensemble, mais Isaac reste complètement calme. Pour lui, leurs attaques sont d'une lenteur affligeante. En un instant, il les intercepte tous les deux en plein mouvement. Le comte reçoit un coup de pied brutal dans le ventre. Zivald subit un sort bien pire, après tout, il était responsable des parents de Gabin. Ce qui se passe ensuite ne nécessite pas beaucoup d'explications. Au moment où il a tué des villageois innocents, son sort était déjà scellé. Isaac surcharge le pouvoir de Zivald, le tuant de la même manière qu'il a tué la comtesse. Le comte ne peut que hurler de colère. Désespéré, il libère tout son pouvoir contre Isaac, mais l'attaque ne lui fait absolument rien. Sa rage est aussi inutile qu'une batterie déchargée. Terrorisé, il décide de savoir qui est vraiment Isaac, et Isaac répond calmement qu'il n'est personne. Seul quelqu'un qui a souffert de leur cruauté pendant longtemps. Et maintenant, il est venu mettre fin à la tyrannie du comte une bonne fois pour toutes. Alors qu'Isaac approche, irradiant de pures intentions meurtrières, le comte réalise enfin la vérité. L'éveil d'Isaac provenait d'un véritable éclair, toute sa fierté disparaît, et il a maudit Isaac pour lui avoir tout pris. Isaac se contente d'acquiescer, disant qu'il est venu nettoyer cette porcherie. Le comte, s'accrochant encore à l'espoir, interpelle Isaac et lui demande s'il pense que les autres nobles le laisseront s'échapper après ça. Mais le regard d'Isaac se tourne vers le pendentif sur la poitrine du comte, symbole de la noblesse. Il l'arrache et s'en moque, demandant si cela devrait l'effrayer. Malgré cela, le comte insiste désespérément sur le fait qu'Isaac n'est qu'un plébéien, indigne de toucher au sang noble. Il croit que d'autres nobles le traqueront après sa mort, mais Isaac s'en fiche complètement. Au lieu de cela, il rassure le comte. Le pendentif reflète sa fureur, son objectif est clair. Il déclare que ce sera lui qui traquera les nobles, et non l'inverse. Sur ce, il envoie le salaud rejoindre sa famille. Après avoir envoyé le comte en enfer, on voit Isaac courir dans le couloir. Isaac cherche quelque chose appelé arcanite. C'est le minéral le plus cher et le plus rare au monde, et les nobles ne l'utilisent pas seulement pour forger des épées, des crocs ou des braseros. Il permet également d'amplifier la puissance de l'électricité. Pour cette raison,
seuls les nobles très compétents en possèdent de grandes quantités. Notre protagoniste se souvient que le comte creusait lui-même, ayant une veine d'arcanite sur ses terres. En y réfléchissant, Isaac pense que le comte a dû en accumuler beaucoup, du moins c'est ce qu'il croyait. Au moment où il entre dans la chambre personnelle du comte, il ne trouve que quelques petits morceaux dans un minuscule coffre. Après tous ses efforts, Isaac se met en colère contre la fausse ostentation du comte, car il s'attendait à bien plus que ce qu'il a maintenant. Il est impossible de forger l'épée qu'il utilisait dans sa vie antérieure. En retournant au village de Tzaki, il se dit qu'avec la mort du comte, il faudra du temps à la capitale pour en envoyer un autre. De plus, avec son nouveau plan de traquer les nobles, ils auront des préoccupations plus urgentes que de gouverner une province éloignée. Bref, sa ville natale et sa famille seront en sécurité pendant qu'il entrera à l'académie et sèmera le chaos dans la capitale. Isaac sent son sang bouillir d'excitation à l'idée de mettre son plan à exécution, et surtout de révéler enfin son éveil. Dans sa vie antérieure, après avoir été frappé par la foudre, il pensait que ce n'était qu'un accident. Il a réussi à se traîner jusqu'au village et était sur le point de s'évanouir. Il n'a découvert son éveil que lorsque les villageois se sont montrés inquiets et que de petites étincelles d'électricité sont apparues dans sa main. Ce moment est devenu un motif de célébration, car il est devenu le seul espoir du village. Normalement, un éveil donne à quelqu'un la chance de devenir un noble. Naturellement, l'argent suit, mais plus important encore, cela offre une protection contre les autres nobles locaux. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi il contient à peine son excitation. Regardez-le sourire comme un idiot. Cependant, lorsqu'il se rend compte que le village est étrangement vide, il sort de ses pensées. Isaac ressent un mauvais pressentiment, imaginant qu'une armée a attaqué en son absence à son insu. Il se transforme en une traînée de lumière et rentre directement chez lui. Il appelle sa famille et ses amis. Alors qu'il est confus, ne sachant que faire, tout le village apparaît soudainement derrière lui. C'était une surprise. De plus, tout le monde est déjà au courant de son éveil. Il n'y a qu'une seule explication logique. Sa sœur n'a pas pu se taire, même après avoir promis de garder le secret. Madeline évite son regard et admet qu'elle ne l'a dit qu'à 2 personnes, ce qui signifie que ses parents ont répandu la nouvelle. Bientôt, les enfants ont commencé à poser des questions sur la force d'Isaac et sur sa vitesse de course. Ils exagèrent rapidement, demandant s'il peut voler et l'implorant de montrer ses pouvoirs. Isaac essaie de minimiser, disant qu'il reste à proximité, mais les enfants n'acceptent pas. Étonnamment, même les adultes se joignent à la pression, l'encourageant à le montrer. N'ayant pas le choix, il accepte. Heureusement, dans sa vie précédente, il a maîtrisé quelques tours simples. Manipulant l'électricité au bout de ses doigts, il commence à la modeler et à la transformer, impressionnant la foule. Tout se serait bien passé, mais Isaac est interrompu par quelqu'un qu'il ne connaît pas. L'homme dit qu'il le cherchait. Après avoir observé les environs, il réalise qu'Isaac est un éveillé récent, naturellement le seul assez fort. Il lui demande donc si c'est lui qui a tué Ravel. À ce moment, Isaac se souvient. L'homme devant lui est Rechak, le chef des loups d'argent, un groupe de mercenaires. Sans attendre de réponse, Rechak explique qu'il a entendu des rumeurs sur la mort de Ravel, et qu'en tant que membre des loups d'argent, il est de sa responsabilité de préserver l'honneur du groupe, c'est-à-dire de tuer le responsable. En entendant cela, Isaac ne nie pas. En fait, il dit que l'idiot méritait de mourir. Fait intéressant, Rechak est d'accord. En tant que chef, il est au courant des intérêts douteux de Ravel. Il pense même qu'Isaac a bien fait de le tuer, mais en tant que chef, il doit tout de même venger son partenaire. Pendant ce temps, Isaac observe attentivement l'épée de Rechak, particulièrement l'arcanite incrustée dans la large lame. Rechak sourit fièrement en voyant la réaction d'Isaac, supposant qu'il est impressionné et n'a jamais vu une telle arme auparavant. Malgré cela, il se prépare à se battre, défiant Isaac dans un duel à mort. Alors que la situation commence à échapper à tout contrôle, Gab intervient, suggérant à Isaac de refuser, mais Isaac l'ignore et analyse la situation. Il sait que Rechak sera un adversaire difficile, mais il n'est qu'un mercenaire et non un éveillé. Et cela signifie que notre garçon a l'avantage. En y repensant, il prend la fourchette de Gab, à son grand dégoût. Apparemment, une fourchette est tout ce dont il a besoin. Maintenant qu'il s'est enfin éveillé avec de l'arcanite en jeu, comment pourrait-il refuser une opportunité aussi précieuse? Isaac est sur le point de suggérer de s'éloigner du village. Mais Rechak dit que ce n'est pas nécessaire. Soudain, il avance, avec l'intention de tout terminer rapidement. Notre garçon bloque brièvement l'attaque, surpris que Rechak attaque sans hésitation. S'il utilise son pouvoir imprudemment, il pourrait blesser des gens. En y réfléchissant, après un échange intense, il demande aux habitants de reculer. Rechak se rend compte que, bien qu'il se soit éveillé récemment, Isaac maîtrise déjà son pouvoir. C'est peut-être pour cela qu'il a dit aux habitants de reculer. Et cela fait réaliser quelque chose à Isaac. Et cela fait partie du plan de Rechak pour équilibrer le combat. Après tout, Rechak n'est pas un éveillé. Il est donc juste de limiter Isaac dans l'utilisation de tout son pouvoir. Isaac comprend qu'à cause de cela, il ne peut pas utiliser d'attaque à grande échelle, mais il a encore d'autres options. Il commence à appliquer de petites quantités d'électricité sur Rechak pendant les attaques. Étonnamment, Rechak loue ce mouvement et avance à nouveau. Isaac bloque tout en pensant que, puisque Rechak n'est pas un éveillé, ses mouvements sont plus faciles à lire. En créant de la distance, Isaac lance la fourchette directement sur lui. L'attaque échoue, et Rechak montre une légère déception, mais ce qu'il ignore, c'est que cela faisait partie du plan. Isaac révèle que, puisqu'il ne peut pas utiliser tout son pouvoir sans mettre les autres en danger, il utilisera la fourchette pour canaliser son électricité. À ce moment, Rechak ne peut qu'observer. En un instant,
Rorschach attaque par derrière avec une fourchette chargée d'électricité. Cependant, il réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. L'attaque n'a causé aucun dégât. Voyant l'expression de surprise d'Isaac, Rorschach révèle son triomphe. Il utilise une armure complète en arcanite. Ce n'est pas pour rien que l'attaque a ressemblé à une simple égratignure. En révélant son deuxième titre, il est connu comme le tueur de nobles. Puisqu'il n'a subi aucun dégât, la vérité sur l'arcanite est révélée. La pierre amplifie non seulement les pouvoirs électriques, mais peut également les stocker dans un stimulus. Même quelqu'un qui n'est pas un éveillé peut utiliser l'électricité. Quant au mystère de savoir comment Rorschach possède tant d'arcanite, il révèle qu'il l'a volé directement au comte Havel. Comme il ignore que le comte a déjà été vaincu par Isaac, il prévoit de le tuer ensuite. Isaac est un peu surpris par l'immense pouvoir déployé par Rorschach. Ensuite, Rorschach déclare qu'Isaac sera le 6e noble à tomber sous sa lame et avance. Isaac recule un moment, esquivant un coup qui laisse un énorme cratère sur le sol. Isaac murmure, inquiet pour les habitants et sa famille. Il ne peut pas utiliser tout son pouvoir ici. Bien que la capacité de Rorschach avec l'arcanite soit impressionnante, Isaac réalise qu'il y a encore un moyen de renverser la situation. Nous savons que l'arcanite est un minéral rare et très convoité par les nobles. Il peut stocker et catalyser l'électricité, c'est pourquoi il est utilisé dans la création d'armes et d'armures. Normalement, ceux qui ne sont pas des éveillés évitent de l'utiliser en raison de sa nature instable. En termes simples, si l'arcanite est surchargée au-delà de sa limite, elle explose, à moins que l'utilisateur ne soit un éveillé et capable de la contrôler. Avec cette connaissance, Isaac prévoit de faire exactement cela avec Rorschach. Pendant ce temps, Rorschach poursuit son attaque implacable comme un fou. À chaque coup, il raconte son histoire. Il révèle qu'il a commencé par tuer un baron qui a massacré toute sa famille. Ce moment l'a mis sur la voie de la vengeance, jurant de tuer tous ceux qui utilisent l'électricité, y compris Isaac. Maintenant, le duel n'est plus une question de vengeance pour le vieil homme, c'est devenu quelque chose de personnel. Pendant le chaos, Isaac trouve enfin l'ouverture qu'il attendait. Voyant qu'Isaac ne réagit presque pas, Rorschach rit aux éclats, mais Isaac attendait simplement le moment parfait. Le moment venu, il intercepte l'attaque de Rorschach en plein mouvement. Rorschach est sous le choc, pensant qu'Isaac est devenu fou, mais Isaac dit calmement que c'est fini. Il admet que Rorschach peut être plus fort en force brute. Mais il y a une énorme différence d'expérience, alors Isaac surcharge l'arcanite dans l'arme de Rorschach. Quand Rorschach réalise ce qui se passe, il est trop tard. Son propre pouvoir se retourne violemment contre lui. Quand la poussière retombe, Rorschach est déjà complètement hors de combat. Isaac se sent soulagé de voir qu'il n'est pas mort. Il a fallu des années d'entraînement dans sa vie antérieure pour endurer et absorber autant d'électricité. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, sa sœur et ses parents courent vers lui, soulagés qu'il aille bien. Encore conscient, Rorschach demande comment il a perdu. Isaac répond qu'il a utilisé son propre pouvoir contre lui. Après un moment de silence, Rorschach accepte sa défaite. De manière théâtrale, il lève les mains et demande à Isaac de lui accorder une mort glorieuse. Isaac refuse immédiatement. Rorschach s'irrite et insiste sur le fait qu'il ne peut être privé d'une mort digne, citant le code des mercenaires. Isaac répond calmement qu'il n'est pas un mercenaire, et qu'il n'a donc pas besoin de suivre ce code. Cependant, il dit suivre le code des protecteurs, clairement quelque chose qu'il a inventé sur le moment. À tel point que Rorschach est confus, car il n'en a jamais entendu parler. N'ayant pas le choix, il accepte. Isaac profite de la situation et déclare que, puisqu'il a gagné, Rorschach et tout le groupe de mercenaires doivent suivre ses ordres. Rorschach semble confus, mais demande quelles sont ses intentions. Isaac révèle que leurs objectifs sont alignés. Il a l'intention de renverser les nobles par la force. Il croit également que les capacités de Rorschach font de lui la personne idéale pour protéger le village. Ainsi, au lieu de le rendre vulnérable, il le nomme gardien. Isaac explique qu'il partira bientôt pour la capitale et ne peut pas s'inquiéter pour l'arrière-garde pendant qu'il se bat en première ligne. Rorschach accepte et fait un vœu. Tant que lui et ses hommes seront en vie, il n'arrivera rien au village. Isaac est satisfait, mais ajoute une condition supplémentaire. L'épée de Rorschach. C'était son objectif depuis le début en acceptant le duel. Plus tard, on voit Isaac forger une nouvelle lame. Il explique que donner à l'épée une forme incurvée lui permet de canaliser et de propager l'électricité beaucoup plus efficacement. Cette découverte ne devait se produire que des années plus tard. Mais Isaac utilise ses connaissances du futur pour prendre l'avantage. Enfin, il est temps de partir pour la capitale. Isaac fait ses adieux sous les regards chaleureux des villageois. Sa sœur plaisante, lui disant de venir la chercher quand il aura besoin de s'entraîner davantage. Eben lui demande de ne pas causer de problèmes en ville et de ne pas les oublier. Isaac promet de revenir le plus tôt possible. Cela ressemble au début d'un long voyage. En même temps, c'est le début du premier chapitre de sa vengeance. D'abord, il doit entrer à l'académie et utiliser ses ressources pour dominer complètement ses pouvoirs. Et surtout, ce traître qui a réduit 20 ans d'amitié à néant. Ce qu'Isaac prépare pour Silas sera bien plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Le protagoniste poursuit son voyage vers la capitale par la mer. Il a hâte d'arriver à Lutetia. Dans ses pensées, il explique qu'à son arrivée, il se présentera aux autorités. Chaque nouvel éveillé a le droit de s'inscrire à l'académie impériale avec les enfants des familles nobles. Mais il remarque quelque chose d'intéressant. Les nouveau-nés croient toujours que leurs pouvoirs sont un don de Dieu. Et cela arrive à cause du traumatisme d'avoir été frappé par la foudre, ce qui leur fait oublier ce qui s'est réellement passé. Ainsi, tout le monde suppose naturellement qu'ils ont été choisis par Dieu. Tout en y réfléchissant, il prévoit de s'entraîner. Une fille le gifle. Instinctivement, il essaie d'aider, mais à sa grande surprise, la fille et sa sœur il est encore plus étonné. Il lui demande ce qu'elle fait là.
Madeline dit que ce n'est pas évident. Elle l'accompagne à la capitale. Le protagoniste n'est immédiatement pas d'accord. Cependant, sa nouvelle sœur est complètement têtue. Elle insiste pour aller avec lui, disant qu'elle ne veut pas rester coincée au village. En voyant son expression sérieuse, insistant sur le fait que c'est de la folie, elle panique légèrement. Et cela ne fait que remettre en question le changement soudain de son attitude. En plus du fait que son frère a, d'une manière ou d'une autre, maîtrisé l'épée et même appris à utiliser la foudre tout seul. Elle trouve toute la situation suspecte et lui demande directement de quoi il n'est pas satisfait. En entendant cela, le protagoniste donne sa réponse habituelle, disant qu'il vient du futur. Maintenant, il ne peut que soupirer alors que sa sœur suppose qu'il invente des excuses. Elle en conclut qu'il a dû tomber et se cogner la tête, ce qui expliquerait son comportement étrange. Le protagoniste est sans voix. Il dit qu'il est très dangereux de l'emmener avec lui et ajoute que ses parents ne seraient pas d'accord. Comme si elle n'attendait que cela, elle sort calmement une lettre disant ce que ses parents pensent. Le protagoniste n'arrive pas à croire que sa sœur a vraiment réussi à les convaincre de la laisser aller en ville. Il secoue la tête en pensant que cela va lui donner du travail. À l'intérieur de la salle à manger du navire, le protagoniste observe en silence sa sœur manger. Il pense qu'il peut prendre soin d'elle tout en accomplissant sa mission. Soudain, un groupe de soldats entre en annonçant qu'ils recherchent un assassin de noble. Ils offrent 10 pièces d'or à quiconque fournira des informations sur l'assassin qui a tué le comte Ravel. Madeline remarque que le protagoniste est tendu et se demande s'il est responsable. Avant qu'ils ne répondent, un soldat s'approche et leur demande pourquoi ils vont à la capitale. Le protagoniste explique calmement qu'ils ne font que voyager et ajoute qu'ils sont de jeunes mariés en lune de miel. Le soldat remarque sa nervosité et s'apprête à l'interroger davantage quand soudain le navire se met à trembler violemment. Quand ils arrivent sur le pont, la cause se révèle. Une créature semblable à un serpent, identifiée comme un rorqual, dès que l'équipage commence à utiliser des contre-mesures, la créature les balaie. En voyant cela, les soldats commencent à penser qu'ils sont condamnés. Pendant ce temps, le protagoniste esquive la créature et explique que les rorquals ne sont agressifs que lorsqu'un navire entre dans leur territoire. Il sait qu'il peut facilement l'éloigner en utilisant des éclairs, mais s'il le faisait, il deviendrait immédiatement le principal suspect dans le meurtre du comte Ravel. En d'autres termes, il doit trouver un autre moyen de résoudre la situation sans éveiller les soupçons. Il attaque l'un des points faibles connus du monstre, mais est surpris de voir que sa peau est extrêmement résistante. En conséquence, il est projeté au loin par la créature tout en essayant de penser à un nouveau plan. Pendant ce temps, les soldats tentent de s'échapper en utilisant un canot de sauvetage. Le protagoniste se rend compte que si cela continue, le navire coulera rapidement, alors il plonge dans la mer et remarque que personne ne peut le voir maintenant, ce qui est l'occasion parfaite d'utiliser son pouvoir. Lorsque la créature avance dans sa direction, il prépare son éclair et frappe instantanément le rorqual. Visant le point faible précédent, la créature bat immédiatement en retraite. En refaisant surface, le protagoniste révèle un autre fait à propos des rorquals. Comme ce sont des créatures fières, elles finissent par chercher un moyen de compenser leur fierté blessée. Malheureusement, pour les soldats qui ont fui, ils sont devenus la prochaine cible. Pendant ce temps, le protagoniste parvient à retourner sur le navire. Sa sœur le serre immédiatement dans ses bras, l'appelant en plaisantant son mari. La fille veut clairement provoquer, plaisantant même sur le genre de début de lune de miel que c'est. Malgré cela, le protagoniste est célébré par les autres, mais il est complètement épuisé. Pourtant, il n'a pas oublié sa mission principale. Quand ils arriveront en ville, des têtes de nobles tomberont. Ils arrivent enfin à Lutetia, la majestueuse capitale de Gallia. Comme prévu, la sœur du protagoniste est pleine d'excitation en observant le magnifique paysage. En revanche, le protagoniste ne montre aucun enthousiasme. Après tout, il y a vécu la plus grande partie de sa vie. Sa sœur lui demande pourquoi il semble si indifférent, mais comme toujours, il ne s'explique pas. Après avoir quitté le navire, le protagoniste marche calmement tandis que sa sœur agit comme une véritable campagnarde éblouie. Il l'emmène dans une auberge élégante et lui suggère de s'occuper de l'hébergement pendant qu'il règle ses prochaines affaires. Madeline l'interrompt immédiatement et lui demande de l'argent. Le protagoniste lui lance quelques pièces d'or. Les gens qui sont restés sur le navire, voyant le montant, pensent qu'elle pourrait acheter toute la rue. Le protagoniste se contente de secouer la tête en silence. Elle n'a aucune idée de la cherté des choses ici. Pourtant, il lui dit de s'en occuper et lui rappelle de ne pas dépenser imprudemment. Elle accepte de n'acheter que l'essentiel, puis il continue en demandant s'il doit s'inquiéter pour elle. Le protagoniste explique le processus d'inscription. Les gens comme lui sont appelés les élus, mais le processus n'est pas simple. Un grand nombre de personnes se rassemblent pour s'inscrire, beaucoup croyant avoir éveillé des pouvoirs. L'homme fait face à des démonstrations électriques. Immédiatement, les soldats qui observent interviennent. Le protagoniste explique que certaines personnes essaient de tricher. Cet homme utilise l'arc pour simuler son pouvoir, et en conséquence, il se fait battre. Le protagoniste explique également que réussir le test s'accompagne généralement d'une récompense financière. À cause de cela, beaucoup essaient de tricher et de s'enfuir avec l'argent. Finalement, c'est au tour du protagoniste. Le garde s'attend à ce qu'il agisse comme le précédent. Le prota répond simplement en créant un crâne avec son ancien éclair. Le soldat, un peu confus, reconnaît qu'il a réussi et lui ordonne d'avancer. Le protagoniste s'attendait à réussir, mais n'imaginait pas que ce serait si facile. Le soldat réalise aussi que sa démonstration a intimidé les autres candidats, qui hésitent maintenant à avancer. Et alors qu'il marche dans le couloir,
le protagoniste remarque que contrairement à sa vie passée, les examinateurs n'ont posé aucune question sur son éveil. Cependant, il s'arrête soudainement en entendant une voix familière. Rien qu'à sa réaction, on peut déjà imaginer de qui il s'agit. Silas s'approche, disant qu'il a fait tomber son papier d'admission et le lui rend. Silas se présente poliment et fait remarquer qu'il a l'air nouveau. Le protagoniste ne répond pas. Silas est confus par ce manque de réaction, sans réaliser que le protagoniste serre les poings avec tant de force qu'il commence à saigner. En se calmant, le protagoniste s'excuse, disant qu'il s'est senti bizarre. Silas dit que c'est normal, et que c'est peut-être l'effet de l'éveil. Il part donc, espérant le recroiser. Cependant, le protagoniste est furieux de l'avoir laissé partir. C'est une pulsion, il s'avance vers Silas. Avec son épée, Silas réagit instantanément et bloque l'attaque. Après le choc, les deux s'éloignent. Ils se préparent à se battre à nouveau, quand l'instructeur apparaît entre eux. Il loue l'esprit combatif des deux, commentant à quel point ils sont impatients d'utiliser leur pouvoir. Octavio Grimaldi, un instructeur de combat, affirme qu'il n'y a rien de mieux que de forger une amitié par la confrontation des épées. Après s'être présenté, il leur dit de se détendre et ajoute qu'ils auront beaucoup de temps pour se battre pendant les cours. Le protagoniste se souvient de Grimaldi. Il était une figure clé de l'ordre de la Libération, l'un des responsables de sa mort dans le futur. Pendant ce temps, Silas sourit comme d'habitude et s'excuse auprès du professeur Grimaldi, expliquant qu'ils viennent d'éveiller leur pouvoir et ont encore du mal à les contrôler. Il s'excuse également auprès du protagoniste, s'il l'a offensé, et dit qu'il a hâte de le voir en classe. Le protagoniste acquiesce et admet la même chose. Il réalise son erreur d'avoir laissé les émotions prendre le dessus et décide de rester calme. Sinon, il risque de perdre l'occasion de tuer Silas. Il réalise également que Silas est plus fort qu'il ne l'imaginait, ce qui signifie qu'il doit trouver un moyen de découvrir ce qu'il prépare vraiment. Quelqu'un observait tout depuis l'ombre. La figure mystérieuse commente que le protagoniste et Silas montrent tous deux un grand potentiel et décident que leur loyauté devrait être testée. Cependant, il doute que l'un d'eux puisse y survivre. Nous sommes conduits à l'Académie Noble, et c'est enfin le premier jour de cours aujourd'hui. Pendant cette période, notre protagoniste a consacré du temps à un entraînement personnel. Bien qu'il ne soit pas aussi fort que dans sa vie passée, ce niveau est déjà suffisant pour le moment. Pour faire simple, il est beaucoup plus fort que quiconque à son niveau actuel. Pourtant, il doit faire attention à ce que personne, surtout Silas, ne découvre sa véritable force. La scène suivante nous emmène dans la salle de combat. Comme prévu, le professeur Grimaldi est impatient de les guider. Après sa présentation, il annonce que le cours commencera réellement après avoir évalué la force de chacun. Il peut déjà voir que certains sont motivés et ont des physiques de guerriers, tandis que d'autres, disons, ne sont pas faits pour le combat. Notre protagoniste comprend la situation et se souvient immédiatement de ce qui s'est passé dans sa vie passée. À cette époque, il y avait eu un accident où un homme âgé était mort parce que son corps ne pouvait pas supporter le courant électrique. Et cela arrive parce que chaque année, des dizaines de petits nouveaux entrent à l'académie pour maîtriser leur pouvoir. Cependant, les nobles utilisent un système caché pour garder ces nouveaux sous contrôle. Le professeur Grimaldi annonce qu'il est temps de commencer. Comme prévu, la première personne qu'il appelle est notre protagoniste. Il s'avance et se présente, ce qui rappelle au professeur Grimaldi qu'il était un étudiant impatient de se battre le jour de son diplôme. Le professeur Grimaldi dit qu'il aime ce genre d'étudiant, et révèle qu'il a amené le candidat parfait pour le tester. Soudain, un énorme éclair a frappé l'endroit. Celui qui apparaît est Erwin de Saxe, la figure mystérieuse du chapitre précédent. Erwin est le fils aîné de la famille Saxe. Cette famille était la première parmi les experts tyrans qui contrôlent l'Empire dans l'ombre, les mêmes personnes qui l'ont tué dans sa vie passée. Même s'il les déteste de toutes ses forces, Isaac sait que pour le moment, il n'est pas de taille face à Erwin. Il ne peut pas non plus prendre des risques inutiles qui compromettraient son plan. Il invente donc une excuse, admet qu'il peut parfois être impulsif, mais que ce n'est pas une folie au point d'affronter quelqu'un de clairement plus fort qu'Erwin. Assez curieusement, le professeur commande qu'étant des proches, il n'est pas surprenant que le comte Revel soit mort. Néanmoins, il suggère qu'Erwin choisisse un adversaire. Erwin répond que personne ici n'est intéressant. Irrité, il ajoute que le groupe de cette année est pathétique et faible, et que ce qui le dérange le plus est la présence d'un vieil homme fragile. Pour régler cela, Erwin ordonne qu'on amène le vieil homme en avant. Deux voyous l'attrapent immédiatement et le traînent. Isaac se demande ce qui se passe, mais comprend vite l'intention d'Erwin. Dans la chronologie originale, cela ne s'était pas passé ainsi. Avant de commencer le duel, le professeur Grimaldi établit les règles. Aucun des deux ne sera compté, mais ils doivent aussi éviter les blessures permanentes. Notre protagoniste comprend ce que cela signifie. Généralement, les personnes récemment éveillées ne peuvent pas invoquer beaucoup d'électricité. Cependant, les descendants de nobles, surtout de la famille Saxe, sont différents. Leurs pouvoirs se sont éveillés depuis l'enfance et ont déjà atteint un haut niveau de maîtrise de soi. Dès que le signal est donné, Erwin active ses éclairs et ordonne au vieil homme de se préparer, disant que les faibles n'ont pas leur place à l'académie. En voyant cela, notre protagoniste avance par instinct et finit par être touché par l'attaque d'Erwin. Malheureusement, son entraînement lui permet d'y résister. Erwin semble impressionné. Le professeur Grimaldi s'avance et commence à applaudir, satisfait. Il dit que tous deux démontrent ce que signifie être un guerrier. Cependant, il ajoute qu'ils sont encore faibles,
car ils ont été incapables de réagir à l'attaque d'Erwin. Même en les prenant en compte, Erwin est de loin supérieur. Le professeur les place alors dans la classe D, en disant qu'ils pourront monter en grade à l'avenir. Pour les autres, cela semble être une mauvaise chose, mais pour le protagoniste, c'est parfait. La classe D est la plus faible et la plus basse, ce qui signifie qu'il ne sera pas dérangé par Erwin ou par les subordonnés de la famille Saxe. Cependant, l'un des étudiants devient furieux. Il dit que l'interruption du duel a entaché l'honneur d'Erwin et que le protagoniste doit être puni. En réponse, Erwin demande si une mouche peut entacher l'honneur d'un homme, montrant clairement que quelqu'un comme le protagoniste est insignifiant. La scène change pour la cafétéria de l'académie. Au milieu des conversations, le protagoniste se rend compte que personne ne veut s'associer au vieil homme, puisqu'il est courant que les faibles soient mis dans le même sac. Cela vous fait réfléchir à votre vie passée. Il réalise qu'il était pratiquement le même, cherchant toujours le pouvoir, faisant tout son possible pour atteindre la classe A. La classe A est réservée aux nobles qui s'entraînent depuis l'enfance. Finalement, il a réussi à y arriver, ce qui lui a donné accès à la haute noblesse et l'a rapproché de son but de détruire la famille Saxe de l'intérieur. Cependant, il réalise maintenant que son approche précédente était un peu maladroite. Cette fois, il élabore un plan différent. En s'asseyant, Isaac entame la conversation et se présente, en demandant le nom du vieil homme. L'homme s'excuse et explique qu'il est un moine ayant fait vœu de silence. Comme il a été sauvé par le protagoniste, il révèle s'appeler Shine avant de retourner au silence. Le protagoniste réalise à quel point c'est avantageux. En s'associant à quelqu'un comme Shine, tout le monde l'évitera naturellement, ce qui signifie moins de surveillance sur lui. Cela lui permettra également de recueillir des informations sur la famille Saxe et ses alliés, l'aidant à comprendre comment il a été vaincu dans le passé. Ses pensées sont interrompues lorsqu'il entend une voix familière. Quand il regarde, il est choqué de voir sa sœur et lui demande immédiatement ce qu'elle fait là. Elle répond en disant que les choses coûtent cher dans la capitale et que quelqu'un doit payer les factures. Il comprend, mais se demande quand même pourquoi elle a choisi de travailler au gymnase. À ce moment-là, Isaac apparaît furieux, accusant faussement le protagoniste de harceler une employée. Déjà irrité par la course dans la classe de combat, il voit cela comme l'opportunité parfaite de s'occuper de lui. Certains étudiants commencent à se serrer les uns contre les autres, réalisant que la situation va empirer. Le protagoniste serre simplement les dents. Il savait déjà qu'Ézéchiel était contre lui depuis l'orientation de combat. Mais il n'imaginait pas qu'il le suivrait jusque-là pendant qu'il avait une simple conversation avec sa sœur. Ézéchiel s'approche avec colère, disant que ce n'est pas son village ici. Le protagoniste écoute pendant qu'il affirme qu'il y a des règles dans le gymnase qui doivent être respectées. De plus, il rappelle qu'il n'est pas n'importe qui. La preuve en est son emblème vide. Il dit que même s'il obtient une goutte de sang et devient noble, il continuera d'être un sang impur. Finalement, son nom complet est révélé. Ézéchiel de Normandie, le plus jeune fils de la famille Normandie. Une famille noble de Ankia est l'un des alliés les plus proches de la famille Saxe. Avant que la situation ne continue, le concept de haute noblesse est expliqué. Le protagoniste dit que c'est juste un titre qu'ils ont eux-mêmes créé, probablement parce qu'ils ont éveillé leur pouvoir depuis l'enfance. Ils ont déjà des privilèges avant d'entrer au gymnase, et la goutte de sang prouve leur statut. Les sangs impurs sont ceux qui s'éveillent plus tard et entrent au gymnase pour apprendre à contrôler leur pouvoir. En termes simples, les nobles comme Ézéchiel méprisent les gens comme eux. Sachant cela et pensant à leurs projets futurs, Ézéchiel commence à s'excuser. Cependant, soudainement, Ézéchiel attaque et demande qu'il a autorisé à parler. Tout le monde observe en silence. Ensuite, Ézéchiel lui permet de parler, et le protagoniste se met à pleurer pour qu'on le laisse tranquille. Cependant, quelque chose semble étrange à Ézéchiel. Au moment où il a frappé, Ézéchiel a complètement dévié, sans laisser la moindre trace d'impact. Cette déclaration l'irrite. Il réalise qu'Ézéchiel a dû appliquer une couche d'électricité sur son propre corps pendant l'attaque. Ézéchiel doit expliquer rapidement que ce n'était pas intentionnel, mais Ézéchiel l'interprète comme une provocation dans son esprit. Cela confirme qu'Ézéchiel doit être puni. Le protagoniste se demande si cela va vraiment se transformer en combat quand soudain Ézéchiel disparaît. L'instant suivant, un coup de poing enveloppé d'électricité projette Ézéchiel en arrière. Ézéchiel encaisse le coup, mais réalise immédiatement à quel point le gars est fort. Il est forcé d'utiliser toute sa puissance juste pour se défendre. Mais ce qui suit est choquant. Même en se concentrant entièrement sur la défense, il réalise qu'il n'est pas encore assez fort. Ézéchiel continue de dominer. Il commence à le provoquer. Ézéchiel est projeté contre un mur, le brisant sous l'impact. Il ne s'attendait pas à ce que l'attaque soit si puissante. Ézéchiel s'approche, impressionné qu'il soit encore conscient. Il dit à tout le monde de regarder, affirmant que c'est là la différence entre le combat de la noblesse et celui des sangs impurs comme eux. Et ainsi, Ézéchiel continue de pleurnicher. Le protagoniste est complètement humilié. Même ainsi, Ézéchiel ne s'arrête pas. Les attaques continuent jusqu'à ce que Zach puisse à peine tenir debout. Juste au moment où Ézéchiel va porter le coup de grâce, Madeline intervient, le suppliant d'arrêter, en pleurs. Elle admet que c'était de sa faute et que le protagoniste ne devrait pas être puni pour cela. Ézéchiel s'arrête pour mieux la regarder. Son intérêt est éveillé. Et c'est ainsi qu'il choque tout le monde en suggérant qu'elle prenne la place de Zach, en lui tenant la main. Ézéchiel dit au protagoniste qu'il devrait être reconnaissant, car sa sœur vient de lui sauver la vie. Et alors qu'elle l'emmène, il ajoute qu'ils vont bien s'amuser. Le protagoniste ne peut que regarder, impuissant, pendant que sa sœur est emmenée, avant de perdre connaissance. Dans le passé, il l'avait abandonnée car elle était consumée par la vengeance. Et à cause de cela,
elle a été maltraitée par les valiants et les hommes de con. Soudain, le protagoniste se réveille en hurlant. Il appelle immédiatement Shine et demande où est sa sœur. Quelqu'un lui dit de ne pas perdre de temps, en lui rappelant que Shine a fait vœu de silence. En se tournant vers une voix familière, le protagoniste est choqué de voir Silas. Bien sûr, il devient immédiatement furieux. Pourtant, Silas est un peu surpris qu'il soit en vie. Commentant le fait qu'il a été inconscient pendant un jour et assez blessé, Isaac demande des nouvelles de Madeleine. Silas s'assoit et explique qu'elle est retournée à son poste de travail. Il admet ne pas savoir exactement ce qu'Ézéchiel lui a fait. Mais avec la haute noblesse, rien n'est juste. Les plébéiens ne sont rien de plus que des pièces jetables. Malgré tout, Silas dit qu'il devrait être reconnaissant d'être en vie. Tout cela était grâce à sa sœur. Mais au milieu de sa phrase, Silas se rend compte que l'expression de Zach change, brûlant de colère et de haine. Le prota jure que la première famille noble qu'il détruira sera celle d'Ézéchiel, avec la maison de Normandie. La scène change pour la propriété de la famille Normandie. Ézéchiel est heureux de voir Madeleine revenir au bon moment. Il dit qu'il va l'embêter, mais qu'il a quand même besoin d'elle pour nettoyer. La sœur du prota ne peut qu'acquiescer, en se brossant les dents. Ézéchiel l'emmène à l'intérieur tout en exprimant sa gratitude pour avoir gardé ses guenilles secrètes. Le lendemain matin, le prota se promène avec sa sœur. Pendant la conversation, Madeleine insiste sur le fait qu'Ézéchiel ne lui a rien fait. Elle explique que le gars l'appelle juste de temps en temps pour se pavaner devant ses amis. Quand le prota demande si c'est tout, elle répète ce qu'elle a dit plus tôt, insistant sur le fait que rien ne s'est passé. Pour couronner le tout, elle lui rappelle qu'il a été facilement battu par ce type. Ainsi, il pourrait voir si elle était battue ou maltraitée. En réponse, Zach explique qu'il était simplement inquiet et voulait s'assurer qu'Ézéchiel ne lui faisait pas de mal. Un peu irrité, elle lui rappelle que la fois précédente, c'était lui qui avait besoin d'être sauvé. Au lieu de s'inquiéter pour elle, il devrait se concentrer davantage sur les cours. Parce que quand son grand frère deviendra un noble, elle a bien l'intention de dépenser tout l'argent avec lui. Sur ce, elle le laisse derrière, tandis qu'il réfléchit sur lui-même. Il réalise que sa sœur essaie de cacher sa souffrance, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne s'occupe d'Ézéchiel. Plus tard à l'académie, le prota participe à l'entraînement électrique. Les étudiants de la classe D continuent de rater la cible, ce qui rend l'instructrice furieuse. Élise Sinclair les humilie, disant que ce groupe de la classe D est pire que défectueux. Au milieu de l'irritation, elle regarde ailleurs et voit le protagoniste aider le vieil homme. Le protagoniste est légèrement effrayé. Lorsque la professeure Élise s'approche, il la corrige poliment avec la bonne présentation. Cependant, elle ignore et continue de s'adresser à lui comme s'il était Alec, suggérant qu'il montre sa capacité à la classe, ce qui, évidemment, le met en colère. Pourtant, elle se demande s'il peut toucher la cible la plus éloignée. Tout le monde dans la classe de Zach se demande si c'est seulement possible pour leur niveau. Le protagoniste soupire à peine intérieurement. Dans sa vie passée, il était extrêmement puissant et parvenait à toucher toutes les cibles les yeux fermés. Malgré les limitations de son corps actuel, il arrive quand même à le faire. Il active alors son pouvoir électrique et l'éclair frappe la cible. Élise est impressionnée que quelqu'un ait enfin réussi à la toucher. Cependant, elle rit en réalisant que les étudiants ne font pas attention et sont concentrés sur le protagoniste. Pendant ce temps, Silas observe tout et sourit. Il commente que le protagoniste a du potentiel. Peu après, la professeure Élise s'approche à nouveau. Elle commente que sans sa piètre performance contre Ézéchiel, elle envisagerait peut-être de le promouvoir dans la classe C. Elle continue de l'appeler Alec, lui demandant si c'était fait exprès. Pourtant, elle insiste sur le fait qu'il ne devrait pas trop réfléchir, disant qu'il est juste le plus gros tétard dans une petite mare. Le protagoniste se souvient de cette professeure de sa vie passée. Elle faisait partie de l'ordre de libération responsable de sa mort et de celle de ses compagnons. Bien qu'il déteste tous ceux associés à l'ordre et à la famille Sachs, il sait qu'elle a raison. Il y a une énorme différence entre le sang pur et le sang impur. Pour quelqu'un comme lui d'atteindre ce niveau de puissance, il lui faudrait entraîner son corps pendant au moins 10 ans. Il a seulement besoin d'approcher le niveau de Yeren. Mais heureusement, il connaît déjà un moyen de réduire cette différence en un seul jour. Une fois de plus, le protagoniste réfléchit à la haute noblesse. Comme nous le savons déjà, ils utilisent des pilules d'éveil pour activer le pouvoir électrique. Cependant, il observe aussi qu'ils continuent à consommer ces pilules pour augmenter ce pouvoir encore plus. Malgré cela, ces pilules ne suffisent pas, car elles n'activent que partiellement la région du cerveau responsable du contrôle de l'électricité. Alors, pour obtenir un contrôle total, les nobles ont créé la machine d'émulation. Ce dispositif permet de libérer tout le potentiel électrique, et cet effet est connu sous le nom de second éveil. Bien sûr, c'est un secret gardé par les hauts nobles. Et c'est ainsi qu'ils gardent une longueur d'avance sur les sangs impurs. Même quelqu'un comme le protagoniste, qui s'est éveillé en étant frappé par la foudre, n'a aucune chance. C'est peut-être pour cela que Ézéchiel a réussi à le vaincre si facilement. Pourtant, le protagoniste doit trouver la machine d'émulation, et par coïncidence, il sait comment la trouver. Pendant la Grande Guerre contre le royaume de Bretagne, la famille Normandie a mené le royaume de Gala à la victoire. Le journal montre que les frères Normandie ont été appelés sur la ligne de front, ce qui signifie que Ézéchiel est seul dans le manoir. Par coïncidence, la famille Normandie appartient à la noblesse de Ankéar. Cela signifie qu'il possède une machine d'émulation, et le protagoniste prévoit d'agir cette nuit-là. La scène revient à la propriété des Normandie. Le protagoniste apparaît, connaissant déjà parfaitement les lieux. Après tout, dans sa vie passée, après avoir atteint la classe A, Ézéchiel y avait invité plusieurs fois avec Silas. Donc,
Contourner la sécurité est un véritable jeu d'enfant. Le seul obstacle serait s'il s'était réveillé. Quand le prota vérifie, ou remarque le piège surprise, sa jeune sœur est en train de se faire punir pour avoir laissé passer un détail lors du nettoyage. Ezekiel prévient que si elle ne nettoie pas correctement, elle pourrait finir comme les autres filles. Une fois de plus, le prota laisse ses émotions prendre le dessus. Il s'avance vers eux, les yeux remplis d'une intention meurtrière. Ezekiel bloque l'épée du protagoniste et devient furieux de cette interférence. Pendant ce temps, le protagoniste avance à nouveau, la rage et la haine brûlant dans ses yeux. Après quelques échanges, Ezekiel est impressionné. Mais la seule attaque projette le protagoniste au loin. Voyant cela, Ezekiel se moque de lui. Puis, il devient curieux de sa relation avec Madeleine. Furieux, Isaac demande à savoir comment il vient d'appeler sa sœur en souriant d'amusement, Ezekiel montre de la surprise. Au départ, il pensait qu'Isaac avait le béguin pour elle. Il dit à Prota d'être fier de sa sœur. La fille est très travailleuse. Il admet que chaque nuit, elle nettoie le désordre après ses amusements pervers avec d'autres filles. Une tâche qu'il ne pouvait pas confier aux servantes. Bien sûr, notre prota devient encore plus furieux en s'entraînant seul chaque nuit. Il n'aurait jamais imaginé que sa sœur soit à la merci de ce monstre. Quand Madeleine insiste pour que notre prota s'en aille avant d'être tué, Ezekiel la corrige, disant qu'il a l'intention de les tuer tous les deux. Notre prota réalise que, malgré son entraînement, il n'est pas de taille face à Ezekiel. À cause de cela, il dit à sa sœur de lui faire confiance avant de disparaître en un instant. L'air amusé, Ezekiel le traite de lâche pour s'être enfui et l'avoir abandonné. Cette pensée disparaît lorsqu'il réalise que Prota ne s'est pas enfui, mais est entré dans le manoir. Cela ne peut signifier que son objectif principal est la machine d'émulation. Bien qu'Ezekiel refuse de croire que Prota ne soit même pas au courant de son existence, pour en être sûr, il court vers la machine. Pendant ce temps, Prota, en courant, pense qu'il s'est déjà rendu dans ce manoir de nombreuses fois auparavant. À cette époque, les Normandies organisaient toujours des banquets et passaient la nuit entière à s'attrouper autour de la machine d'émulation. Finalement, Prota parvient à trouver la machine. Furieux, Ezekiel crie, le traitant de bâtard impur. Cependant, Prota l'ignore, fait face à la machine et la met à la puissance maximale. Quand Ezekiel voit cela, il est choqué et exige de savoir comment il connaît la machine. Les tentatives pour l'arrêter sont inutiles. Prota dit qu'il est arrivé trop tard, car maintenant il a enfin traversé son premier et son deuxième éveil, et parvient à sentir son pouvoir électrique augmenter de manière exponentielle. Quand Ezekiel voit cela, il traite Prota de bâtard pour avoir profané la machine de sa famille et invoque son avatar. Il hurle sur Isaac, disant que même avec une augmentation de puissance, il lui faudra des années pour maîtriser son avatar. Puis il attaque, détruisant la machine et hurlant à Prota de mourir. Malheureusement, il est trop tard, l'esprit d'Ezekiel n'arrive pas à assimiler ce qui se passe. Car Prota a déjà été capable d'invoquer son avatar complet. L'essence même de son éveil, qui connecte son esprit au cœur et à son pouvoir actuel, est illimité. Enfin, le moment tant attendu. Un seul coup de poing de l'avatar du protagoniste envoie Ezekiel voler et le fait s'écraser à l'extérieur de la propriété. Ezekiel n'arrive toujours pas à croire ce qui se passe. Prota dit froidement que ce n'est pas encore fini, et ainsi les deux commencent à se battre. Ezekiel le provoque, disant qu'il faudra bien plus de temps que ça pour le tuer. Prota s'attendait à ce qu'il dise cela. Après avoir échangé quelques coups, Prota prend l'avantage. Maintenant c'est à son tour de provoquer, demandant pourquoi Ezekiel ne rit plus. Prota jure pendant qu'Ezekiel se bat désespérément pour résister, tout en restant arrogant. À ce moment, Prota révèle quelque chose d'intéressant et de choquant. Il explique que l'avatar d'un utilisateur de Ilampog se nourrit des émotions. Cependant, il a souffert aux mains des nobles, à la fois dans sa vie passée et présente, sa haine et sa rage sont à un autre niveau. L'auteur a fondamentalement donné la meilleure augmentation de puissance possible pour quelqu'un ayant des problèmes de colère. Maintenant, c'est logique car Prota est si ingérable et n'arrive pas à contrôler ses émotions. À ce stade, quiconque essaie de le provoquer est complètement fini. Ezekiel est choqué par le résultat, et pire encore, il n'a plus de magie. En réponse, l'avatar de Prota le frappe en plein visage, comme quelqu'un qui cherche à se faire battre. Ensuite, Prota assène une série de coups dans le style de Jojo. Quand la fumée se dissipe, il s'avance et dit à Tolo que, comme avant, il ne voulait pas de problème. Après s'être occupé d'Ezekiel, Prota quitte la propriété de la famille Normandie avec sa sœur. Le lendemain matin, à l'Académie de Noblesse, la nouvelle de la mort d'Ezekiel est sur toutes les lèvres. Au milieu de l'agitation, Prota reste calme, car il a réussi à rentrer avec sa sœur avant que le corps ne soit découvert. De plus, sa situation lui est favorable. Même s'il y a une enquête, qui soupçonnerait un étudiant de classe D. Quelques instants plus tard, Silas s'approche et commente l'agitation. Très vite, il dit que quelqu'un a tué Ezekiel. Prota réagit avec une surprise sincère en voyant cela. Dans son esprit, il sait que Silas a probablement révélé cette information juste pour le tester. Après tout, dans sa vie passée, Silas était un maître stratège. Gardant cela à l'esprit, Prota choisit ses mots avec soin, quand Silas mentionne que celui qui a tué Ezekiel doit être quelqu'un de même niveau. Ezekiel montre des doutes, car Ezekiel était de la classe A et n'était pas faible, il suppose donc qu'il devait s'agir d'un espion de Britannia. Cette théorie est logique, vu que la famille Normandie est en guerre. Silas approuve, mais fait remarquer que quelqu'un était probablement déjà au courant de la mort, car Ezekiel avait beaucoup d'amis. Prota ne répond pas, et son expression semble le trahir. Souriant, Silas le rassure, disant qu'il est impossible que quelqu'un de la classe D y ait participé. Ezekiel est sûr que Silas sait quelque chose.
Silas part, en disant qu'Ézéchiel méritait de mourir et en demandant qu'Ézéchiel prenne soin de Madeleine. Ézéchiel n'aime pas la façon dont il parle de sa sœur. À ce moment, le professeur Grimaldi interpelle Silas dans le couloir et annonce ce que tout le monde sait déjà. Une autre instructrice dit que le meurtrier est toujours en fuite et dangereux, demandant à tous de rester vigilants. Cette instructrice est Claire de Jourdain, responsable de la discipline. Quand elle dit que cette mort est l'œuvre de Britannia, le professeur Grimaldi s'énerve, les traitant de lâches et jurant de se venger. Plus tard en ville, Prota se promène avec sa sœur. Soudain, des chevaliers annoncent la présence d'assassins de Britannia et offrent 100 pièces d'or pour toute information. Sa sœur plaisante, suggérant de le dénoncer, lui, Prota. Prota observe une affiche où on l'appelle le tueur de nobles et sourit, ayant une idée. À leur retour chez eux, Ézéchiel ouvre son sac, révélant une grande quantité d'arcanite. Surprise, Madeleine demande comment il a obtenu ça. Il explique qu'il l'a pris dans la propriété des Normandies. Après avoir expliqué son utilité, Madeleine devient furieuse, pensant qu'il prépare quelque chose de dangereux. Ézéchiel essaie de s'expliquer, disant qu'il y a une pièce secrète à l'académie à laquelle il doit accéder. Elle lui demande d'arrêter, car elle sait déjà qu'il dirait que ça vient du futur, ce qui la met toujours mal à l'aise. Il dit qu'il connaît un moyen de devenir plus fort rapidement, et que cela peut l'aider à devenir un noble plus tôt. Intéressée, Madeleine accepte d'aider avant de réfléchir à la façon de dépenser l'argent. Ézéchiel lui donne une liste d'objets, avec l'intention d'utiliser l'arcanite à l'extérieur pendant ce temps. En voyant la liste, Madeleine trouve que cela ressemble à un projet scientifique, mais elle a ses propres plans et espère que son frère ne sera pas dérangé si elle achète quelque chose pour elle-même. La liste comprend du mercure, un conducteur et d'autres matériaux qu'elle ne comprend pas. Elle en conclut que son frère est devenu fou. Prota révèle son plan. Initialement, il voulait attendre la cérémonie de fin d'année, quand la sécurité est plus faible, pour entrer dans la pièce secrète. Mais maintenant, avec la mort d'Ézéchiel, la ville est en alerte, ce qui distrait les forces de sécurité. C'est le moment idéal pour s'infiltrer. À propos de l'arcanite, il explique qu'à l'avenir, ils découvriront une meilleure façon de l'utiliser, en la raffinant en fragments pour améliorer l'efficacité et le contrôle de la foudre. Une fois les préparatifs terminés, Ézéchiel passe en mode opérationnel. Avec son deuxième éveil et son armure, il est inarrêtable. À l'Académie des Nobles, les étudiants se plaignent des cours du professeur Grimaldi quand soudain Prota apparaît avec des éclairs. Il s'écrase contre le voile, puis détruit un mur avec de l'électricité. Un étudiant pense qu'il est le tueur de nobles et tout le monde s'enfuit. Peu de temps après, le professeur Grimaldi entre dans les lieux, en plus d'Élise et Erin. Grimaldi dit qu'il n'a pas dû aller loin et ordonne de reconstruire le bâtiment, car il veut le tueur de nobles vivant. Pendant ce temps, Prota s'est déjà échappé par les conduits de ventilation. Il révèle avoir créé une diversion dans l'aile nord, sachant que les professeurs s'y concentreraient, pendant qu'il se dirige par les conduits vers l'aile sud. Son objectif principal est cet endroit, car c'est là qu'il trouvera la pièce secrète, comme prévu. L'endroit est maintenant complètement vide. Tout ce qu'il a à faire, c'est de passer la porte. La porte mène au bureau du professeur Élise. En raison de la confusion qu'il a causée, elle est introuvable. Ézéchiel se souvient que dans sa vie passée, il avait entendu parler de la pièce secrète, mais ne l'avait jamais vue en personne. Il remarque que le passage est caché derrière un des livres sur l'étagère. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que la clé pour déverrouiller le passage soit le Kama Sutra, ce qui lui fait traiter le professeur Élise de perverse. Peu importe cela, le passage est révélé et mène au sous-sol. Notre prota explique que c'est le sanctuaire caché de l'académie. Apparemment, l'endroit appartient toujours à la haute noblesse, qui y tient des réunions et élabore ses plans. Et peut-être y trouvera-t-il des indices sur la manière dont il est censé être tué à l'avenir. En traversant la pièce, un document sur la table attire son attention. Notre prota est instantanément choqué. Le document contient des informations sur Silas Montfort, ainsi que d'autres personnes. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, quelqu'un entre dans la chambre cachée, commentant qu'il soupçonne que le tueur n'était pas un espion. Le professeur Jourdain entre calmement, disant que la haute noblesse a beaucoup d'ennemis. Notre prota ne s'attendait pas à ce que quelqu'un n'apparaisse, et il a fallu que ce soit elle. Le professeur Jourdain explique qu'elle a essayé de parler au professeur Grimaldi, mais que l'homme ne voulait rien entendre. Elle trouve ridicule qu'un espion d'une nation ennemie puisse tuer un noble de haut rang. Contrairement à des déchets comme notre protagoniste, Britannia a un code d'honneur et ne recourrait jamais à ce genre de tactique. En disant cela, elle s'avance, lançant à plusieurs reprises des frappes de foudre contre Prota. Quand elle voit sa réaction, elle le provoque, lui demandant s'il a l'intention de faire demi-tour. Ou peut-être a-t-elle peur d'alerter les autres professeurs sur sa position. Le professeur Jourdain reconnaît que Prota a tué Ézéchiel, mais malheureusement pour lui. Quand il s'agit de combats en espace clos, elle s'avance en disant qu'elle est pratiquement imbattable. Notre Prota esquive ses mouvements, observant à quel point elle est rapide. Quand un coup s'approche de son visage, il le bloque avec son épée. Le professeur Jourdain explique sa surprise, en voyant que le protagoniste utilise de l'arcanite. Il ne répond pas. Au lieu de cela, il attaque et la force à reculer. Observant cela, elle le provoque à nouveau, pendant que Prota réfléchit à ce qu'il peut faire. Il ne peut pas utiliser son avatar maintenant, car cela détruirait la crypte et alerterait les professeurs, pendant que le combat continue. Notre Prota analyse chacune de ses attaques et se rend compte qu'elle retient délibérément la charge électrique à chaque coup d'épée. En d'autres termes, le professeur Jourdain se retient aussi exprès. Il décide de l'utiliser à son avantage. Il finit par parler, lui demandant si elle se retient parce qu'elle a aussi peur de faire effondrer la crypte. En entendant cela,
Elle s'irrite et demande s'il veut lui faire croire qu'il n'est qu'un étudiant. Tandis que l'attaquante exige de savoir comment il a découvert cet endroit, Prota répond qu'il a fait ses recherches. À cause de cela, il déclare qu'il va montrer au professeur Jourdain quelque chose dont elle n'a jamais entendu parler. Elle réalise qu'il s'apprête à invoquer son avatar et crie, lui demandant s'il est idiot, prévenant que l'avatar va tout détruire. Notre Prota l'ignore simplement, disant que l'avertissement arrive trop tard. Quand il parvient à invoquer son avatar, le professeur Jourdain décide de le tuer avant que la crypte ne soit détruite. Et pendant que Prota prend une grande inspiration et plonge dans son monde intérieur, dans cet espace il rencontre une figure mystérieuse et encapuchonnée. Au milieu de sa méditation, une créature essaie de l'attaquer. Cependant, une force compressée de son avatar apparaît soudainement et la bête, la projetant au loin. Et puis la figure parle, appelant le protagoniste par son nom. Elle explique qu'il a maîtrisé la technique secrète du clan et est heureuse de la trouver. L'homme décide alors d'en faire son nouveau disciple, quittant son monde intérieur. Notre prota utilise une technique appelée compendium, une technique de compression d'avatar. Cela fait visiblement rétrécir son avatar. En voyant cela, le professeur Jourdain s'avance vers lui. Mais elle est soudainement bloquée et momentanément étourdie. Elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle voit. Parce que l'avatar du protagoniste a été compressé et est maintenant sur le point d'être invoqué, le professeur Jourdain demande, incrédule, comment cela est possible. Prota dit que si elle n'était pas si arrogante, cela ne le dérangerait pas de lui montrer, puisqu'il existe de nombreuses techniques d'avatar dans son royaume. Le professeur Jourdain se met en colère et devient furieuse lorsqu'elle se sent insultée. Elle s'avance de nouveau, cette fois l'avatar bouge et bloque son attaque. Elle réalise que l'avatar est incroyablement rapide, de ce fait, elle décide de se battre à fond. Avec le temps, elle commence à perdre le contrôle, vu qu'elle n'arrive même pas à vaincre l'avatar. Le protagoniste réalise qu'elle est dominée par la colère et doit être vaincue avant qu'elle ne détruise complètement les lieux. Tandis qu'elle continue de se battre contre l'avatar, le protagoniste agit. Il retourne l'avatar lorsqu'il dit remplacer. L'avatar disparaît soudainement, laissant le professeur Jourdain sous le choc et prise au dépourvu. Elle remarque le protagoniste au-dessus d'elle, prêt à attaquer. Le coup la frappe et elle ne peut pas se défendre à temps, tombant à genoux. Elle demande entre ses dents qui il est vraiment. Prota ne répond pas, mais la regarde plutôt avec une intention meurtrière et dit que maintenant, c'est lui qui va poser les questions. Le professeur Jourdain est visiblement choqué. Il commence à demander ce qu'il voulait à Silas Montfort. Elle répond par une provocation, disant qu'elle sait que lorsqu'elle parlera, il la tuera. Cependant, il l'interrompt et promet que si elle parle, il ne la tuera pas. Elle réfléchit un instant et après une brève réflexion, accepte de tout révéler. Tout ramène à la famille d'Axi, les dirigeants de la haute noblesse. Ils craignent que leur pouvoir ne soit menacé par les sangs purs, qui sont les futurs nobles de l'académie. Comme ils ne peuvent pas les tuer directement, ils leur permettent d'éclairer la noblesse. En fait, ils les rendent plus forts et augmentent leur nombre jusqu'à ce que vienne le moment de les éliminer. Cet enseignement est appelé par le professeur Jourdain le Diapurgo. Les yeux du protagoniste expriment le choc lorsqu'il entend cela. Il lui demande de continuer. Elle explique alors que tous les 50 ans, la famille d'Axi élimine les nobles de sang pur, les rivaux et les rebelles. Quand ils ne peuvent pas les tuer ouvertement, ils orchestrent des événements et fomentent des révoltes dans leur territoire. C'est alors que l'ordre de la libération passe à l'action, utilisant le chaos comme justification pour les éliminer. Le protagoniste réfléchit et réalise que c'est exactement ce qui s'est passé le jour de son exécution. Le peuple s'est révolté, entraînant l'exécution du roi et des nobles de la haute noblesse, qui s'opposent à la famille d'Axi. Mais le professeur Jourdain n'a pas encore terminé. Elle ajoute que pour s'assurer que le Dax Purgo se déroule sans problème, ils choisissent très tôt un étudiant à l'académie. Cette personne de 20 ans sera chargée d'exécuter la prochaine purge. Et cette personne sera Silas Montfort. Puis le protagoniste pose des questions sur les deux autres étudiants restants. Le professeur Claire Jourdain explique que, tout comme Silas, ils sont des candidats qui peuvent devenir des champions et éventuellement diriger le groupe, dirigeant également la purge. Le protagoniste semble avoir obtenu ce qu'il voulait, alors il dit que cette fois-ci, il s'assurera que les plans des sangs purs et de la famille d'Axi ne se réalisent pas. Sur ce, il fait ses adieux au professeur Jourdain. Au moment où il pense qu'elle a baissé sa garde, elle s'avance, le traitant d'idiot pour lui avoir tourné le dos. Prota balance simplement son épée. Si l'avatar apparaît soudainement, il termine le travail. Quand Prota montre des remords de l'avoir tué, elle demande ce qu'il veut dire. Il ne répond pas, mais ses pensées révèlent une raison. Il connaît sa personnalité. C'est un soldat fidèle de la famille d'Axi jusqu'à la fin. Dès le début, il n'a jamais eu l'intention de l'épargner. La scène passe à quelques jours plus tard, à l'académie de noblesse, pendant cette période. Prota a observé Silas. De plus, toute l'atmosphère de l'académie a changé depuis la mort du professeur Claire Jourdain. La haute noblesse sait maintenant qu'il peut attaquer et tuer à tout moment. Malgré la tension, Silas semble s'amuser. Prota repense aux mots précédents de Silas concernant la mort de Zéchiel. Il pense qu'à ce moment, Silas déteste toujours les sangs purs, bien qu'il admette ne pas savoir ce qui l'a fait changer à l'avenir. Il ne comprend pas non plus pourquoi la haute noblesse choisirait quelqu'un de sang pur comme Silas pour être champion. Maintenant, Prota commence à être curieux à son sujet. Après l'avoir observé un moment, il se rend compte d'un gros problème. Sa sœur est complètement amoureuse de Silas, et c'est frustrant à regarder. En même temps, Silas semble répondre aux avances de sa sœur, ce qui rend les filles de l'académie furieuses. Alors que la conversation s'approfondit entre eux,
Prota apparaît et l'interrompt soudainement. Madeline bouillonne de fureur à l'intérieur face à son attitude et décide de partir, pendant que les deux regardent son départ. Silas interprète mal la situation et pense que Prota l'aime. Avant qu'il ne puisse clarifier, Silas s'en va, disant que la jalousie pourrait être une mauvaise chose. Prota est sans voix. Le lendemain, il passe en revue sa découverte. Nous connaissons déjà les 3 candidats possibles pour diriger la purge. Prota n'a pas eu de chance avec Silas, même après l'avoir suivi pendant des semaines. Cependant, les autres sont différents. Tous deux sont des sangs purs de la classe A. La fille est la fille du professeur Elisa Sinclair, et son nom est Gianne. L'autre est Arthur D., dont la famille contrôle le marché noir de la capitale. Prota pense que les deux sont des ordures et sait qu'ils deviendront des piliers de l'ordre de la libération. Alors il fait attention à eux. Comme il a besoin de rassembler plus d'informations avant la prochaine purge dans 20 ans, ce sera aussi une bonne opportunité pour éliminer quelques nobles. Son fil de pensée est interrompu par 2 étudiants qui l'appellent. Prota les reconnaît comme ses camarades de classe, Milo et Benny. Il explique qu'après le récent incident à l'académie, une nouvelle règle a été créée. Les étudiants doivent se déplacer en groupe. Cela sert à empêcher l'assassin de nobles d'attaquer. Ses amis se plaignent du cours du professeur Grimaldi, mais le protagoniste dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Les deux commencent à plaisanter, mentionnant l'assassin de nobles. Le protagoniste aime vraiment être avec Milo et Benny. À ce moment, Milo mentionne une fête qu'Arthur organise. Notre prota entend-il clairement cela pour la première fois? Et puis Milo explique qu'Arthur organise une fête le lendemain soir, et le plus choquant, c'est qu'il invite les sangs purs. L'expression du protagoniste s'assombrit lorsqu'il réalise ce qui se passe. Dans la chronologie originale, Arthur ne les avait invités que pour les humilier et faire une démonstration. Il se souvient même que certains étudiants ont été mutilés, tandis que d'autres n'ont même pas pu en sortir vivants. En parlant de ça, Arthur apparaît avec désinvolture, saluant les 2 filles à ses côtés et demandant de quoi elles parlent. Benny se crispe en le voyant, tandis que Milo explique qu'il parlait juste de la fête. Arthur saisit l'occasion et invite personnellement le protagoniste, affirmant que ce sera la meilleure fête. Et en lui donnant une carte, j'insiste pour qu'il ne soit pas en retard. Puis il part, espérant les y voir, tandis que ses 2 amis discutent joyeusement. Prota regarde l'adresse et se rend compte que c'est dans un quartier dangereux de la capitale. Ses 2 amis sont choqués lorsqu'il insiste sur le fait qu'ils ne devraient pas aller à la fête. Il leur rappelle leur place, ils ne sont pas de la haute noblesse. Milo semble d'accord, disant que comme ils ne sont pas nobles, ils doivent se rappeler qu'ils sont actuellement la classe la plus faible et la plus basse. Prota est sans voix lorsqu'il voit que Milo pense qu'ils resteront dans la classe D pour toujours. Pendant ce temps, une fille apparaît, observant le protagoniste en silence. La scène suivante commence le jour de la fête. Avant d'accomplir sa mission, Prota décide de tester quelque chose. Lorsqu'il entre dans une pièce, il remarque le mur de test devant lui. Copier l'arcanite au beau milieu, le pouvoir d'un étudiant. Rassemblant toutes ses forces, il décide de découvrir son véritable pouvoir. Après avoir frappé le mur, l'arcanite s'illumine immédiatement et son électricité commence à se propager à travers les fissures. Le mur comporte des lettres indiquant le niveau de classe. Finalement, son électricité atteint une marque. Il est enfin au même niveau que les nobles de la classe A. En combinant cela avec ses 20 ans d'expérience, il pense qu'il peut s'occuper d'Arthur avant d'envahir la fête. Quelque chose attire son attention lorsqu'il se retourne. Prota n'arrive pas à y croire, c'est le tableau avec les noms d'Eren et de Saxe. Fondamentalement, le niveau de pouvoir de ce type est à un tout autre niveau que la classe A. Cela renforce l'idée qu'il y a toujours quelqu'un de plus dangereux quelque part. Malgré tout, Prota décide de laisser cela pour plus tard. Pour l'instant, son objectif principal est de s'occuper d'Arthur. Observant la fête de loin, il voit Arthur s'amuser beaucoup. À ce moment-là, Prota montre des doutes lorsqu'il remarque quelque chose. Ses 2 amis ont ignoré son avertissement et sont allés à la fête. Il ne comprend pas pourquoi ils ont décidé d'y aller, mais il sait que ce n'est pas leur faute, car ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Il voit aussi Eren et se rend compte que le gars est très fort. Malgré tout, il pense qu'il n'a pas à s'inquiéter de son interférence. Peu de temps après, l'entrée du protagoniste apparaît enfin. Alors que la personne marche à travers la brèche, le protagoniste l'attrape soudainement. Après l'avoir immobilisé, il explique que cet homme est en fait le trafiquant personnel d'Arthur, connu sous le nom d'Al. Et que, grâce à son masque, il peut entrer dans la fête sans éveiller les soupçons. Comme prévu, les gardes le laissent passer et lui indiquent où trouver Arthur. À l'intérieur, Prota voit comment se déroule la fête tout en se dirigeant vers lui. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre. À ce moment, Gina l'appelle. Elle sourit poliment et demande s'il a apporté quelque chose pour elle. Prota est soulagée de s'être préparé et lui remet un cadeau. Elle remarque qu'il est moins bavard aujourd'hui. Malgré cela, elle lui tape légèrement sur le torse et le remercie. Prota est un peu inquiet, pensant qu'elle pourrait découvrir son armure. Mais elle plaisante simplement, disant qu'il utilise un bouclier et que personne n'a l'intention de lui faire du mal. Après cela, elle s'en va, en espérant qu'elle ne s'attirera pas d'ennui. Prota soupire enfin de soulagement et décide d'aller voir Arthur. En marchant dans le couloir, il entend la voix d'Arthur. Puis il ouvre la porte et le trouve en train d'utiliser l'armure de l'Ordre de la Libération. Milo et Ben se font maltraiter. Ben ayant déjà perdu sa main, Prota est complètement sans voix face à la scène. Pendant ce temps, l'un des amis d'Arthur commente qu'il est allé trop loin pour maintenir sa réputation. Un autre suggère d'éliminer Milo et Ben. Cependant, Arthur est trop contrarié pour écouter. Au moment où il voit le protagoniste, il s'excite, disant que puisqu'elle est arrivée,
il doit lui donner ses meilleurs produits. Il dit qu'elle est le meilleur et qu'il veut juste s'amuser. Comme Prota reste silencieux, Arthur se demande s'il a été impressionné de le voir avec une armure de théâtre. Dans les pensées du protagoniste, son esprit revit les derniers moments causés par les gens utilisant cette armure. Excité, Arthur révèle que cette armure est un prototype. L'idiot expose même ses plans pour éliminer les nobles de sang pur à l'avenir. Se tournant vers Milo et Ben, il les blâme, disant que le problème est de s'être réveillé. Fatigué de tout cela, Prota l'interrompt, disant à Arthur de ne pas se précipiter. Arthur est confus, alors Prota retire lentement son déguisement et affirme qu'il ne verra pas le jour suivant. Même avec cette menace claire, Arthur pense qu'il a des hallucinations ou que les drogues sont trop fortes. Un membre terrorisé du groupe le corrige, disant qu'il est le tueur de nobles. Prota s'avance comme l'éclair. En même temps, Arthur attrape Milo et l'utilise comme bouclier. Comprenant cela, Prota change rapidement de stratégie. Il doit créer une opportunité pour que ses amis s'échappent. Alors il invoque son avatar compressé. L'avatar apparaît immédiatement derrière Arthur, réagissant rapidement. Arthur jette Milo de côté et active son propre avatar. Ainsi commence le combat. L'avatar d'Arthur était si gigantesque qu'il pouvait renverser tout le bâtiment. À ce moment, l'avatar du protagoniste disparaît et il fonce droit sur Arthur. Arthur comprend enfin le plan. Pendant ce temps, Isaac lui dit de bien s'accrocher. Puis il se lève et l'emmène littéralement sur le toit. Sur le toit, Arthur demande si c'est son plan pour le tuer. Il croit que ses amis à la fête vont l'aider. Prota demande juste de quoi il parle. Pour les nobles de haut rang, maintenir sa réputation et son image est tout ce qui compte. Arthur est choqué de voir Eren quitter la fête silencieusement. Isaac lui dit de mieux regarder, ajoutant qu'aucun noble n'aimerait être vu dans un endroit pareil. Arthur dit alors qu'il n'a pas besoin d'eux, car ses gardes personnels comptent. À ce moment, des hommes sautent après lui. Lorsqu'ils atterrissent, Prota reconnaît son armure. Tout le monde utilise des exosquelettes en arcanite. Il réalise que cette technologie est interdite, car elle nuit à l'utilisateur. Avec un sourire, Arthur révèle que l'exosquelette relie l'arcanite directement au système nerveux. Autrement dit, Prota fait pratiquement face à 6 nobles. Lorsque le garde attaque, il parvient à bloquer. Les autres avancent, mais il esquive et crée de la distance en sautant en l'air. Dans les airs, il lance quelques fléchettes sur le sol et active son avatar. L'avatar s'avance contre l'un des gardes et porte un coup gigantesque. À la surprise d'Isaac, l'homme combat une barrière. Il se rend alors compte qu'ils ne sont pas des gardes ordinaires. Ses pensées sont interrompues lorsqu'il remarque l'avatar d'Arthur attaqué. Prota l'avait presque oublié, mais parvient à bloquer à temps, repoussant Arthur en arrière. Arthur se moque, demandant s'il pense pouvoir l'humilier devant ses amis. Il déclare qu'en le tuant et en remettant sa tête à la famille Saxe, ses dettes seront effacées et il deviendra le favori, dirigeant la purge à l'avenir. En entendant cela, Isaac sourit sous son masque, disant qu'Arthur se précipite comme toujours. Il se demande pourquoi l'idiot n'apprend jamais. Les fléchettes lancées précédemment ont créé une sorte de barrière. Prota se concentre, remarquant que cela fait longtemps qu'il n'a pas utilisé cette technique. Son maître apparaît à nouveau, expliquant que l'arcanite est un minéral qui se nourrit d'électricité et que cette charge peut être empoisonnée. Lorsque cela se produit, la substance la plus instable au monde se forme. Son maître espérait seulement qu'il maîtriserait cette technique et deviendrait inarrêtable. Ensuite, le protagoniste active la technique, entonnant le mot changement. La barrière est activée immédiatement, il commence à absorber l'électricité, créant l'arcanine noire. En même temps, les gardes avec des exosquelettes se rendent compte qu'ils ne peuvent plus bouger. Maintenant, Proto utilise la capacité de supprimer tous les courants électriques, concentrant tout en un seul point. Cela déclenche une énorme explosion sur le toit. Quand la poussière retombe, Proto attrape calmement une épée. Bien qu'il ait sacrifié quelques fléchettes, il considère que le résultat en valait la peine. Sans surprise, Arthur parvient à survivre à l'explosion. Notre Proto remarque qu'Arthur utilise un avatar pour se protéger à la dernière seconde, et que c'était un mouvement intelligent, mentionnant qu'il aurait été un grand guerrier. Arthur panique et commence à pleurer, pensant que Proto veut le tuer. Il prétend qu'il est en fait une bonne personne et ne mérite pas de mourir. Puis Proto lui rappelle que ce n'est pas ce qu'il a vu lorsqu'Arthur torturait ses camarades de classe. Malheureusement pour lui, Proto n'a pas l'intention de le tuer. Au lieu de cela, il veut qu'Arthur dise à tous ses amis de la haute noblesse que le tueur de nobles est à leur poursuite. Parce que bien sûr, il ne fait que commencer. Cependant, avant de partir, il oublie presque quelque chose. Soudain, Proto coupe l'une des mains d'Arthur. L'homme crie immédiatement à l'agonie. La scène suivante nous ramène à l'académie. Proto marche dans le couloir, son esprit retournant aux événements de la veille. Il en conclut que la famille Saxi est déjà en mouvement, plantant les graines de l'ordre de la libération avant que la poussière n'approche. Cependant, Shine coupe ses pensées et fait un geste vers l'infirmerie. Proto se dit que, même s'il a coupé la main d'Arthur, non seulement il sera incapable de diriger la poussière, mais il ne pourra pas non plus invoquer son avatar. Comme cela nécessite les deux mains, cela fera automatiquement de lui un paria au sein de la haute noblesse. De plus, Arthur développera probablement du ressentiment envers ses prétendus amis pour l'avoir abandonné. Quoi qu'il en soit, le protagoniste est venu voir ses amis. Quand il le voit, il y mentionne que lui et Milo n'assisteront pas au cours pendant un moment. Shine examine Milo en silence, tandis qu'Ini explique qu'ils ont eu des ennuis la veille. Se tournant vers Isaac, elle s'excuse,
notant que c'était de leur faute d'avoir ignoré l'avertissement. Cependant, Isaac dit que ce n'était pas leur faute, et suggère que c'était probablement à cause du tueur de nobles. Les deux amis semblent confus, Milo est sur le point de révéler ce qui s'est réellement passé, mais Proto l'interrompt. Il invente une excuse en disant que son ami est encore sous le choc, puis insiste pour qu'il suive la version officielle de l'histoire, et tous les deux sont d'accord avec cela. Cela résolu, Proto s'en va. Puisqu'Arthur est maintenant hors scène, cela signifie que la famille Saxi doit trouver un autre candidat, quelqu'un qui suit les ordres sans poser de questions. Proto a gardé un œil sur Silas, mais n'a rien trouvé de suspect. C'est comme si le garçon n'avait aucune idée de ce qui se passe, ce qui signifie que la prochaine cible est Jeanne de Saint-Clair. Nous avançons de quelques semaines. Pendant ce temps, Proto a observé Innie, cartographiant l'endroit le plus sûr pour la confronter quand son frère lui fait peur. Proto cache rapidement ce qu'il faisait, levant une ombre. Madeline demande s'il la prend pour une idiote. Elle s'approche d'un miroir et révèle ses armes et ses outils cachés. De plus, elle remarque qu'Arthur est absent de l'école et se demande si cela a un rapport avec son frère. En réponse, Proto dit à sa jeune sœur de se mêler de ses affaires. En voyant cela, Madeline admet qu'elle avait promis de ne pas poser de questions. L'imitant, elle dit qu'il dirait probablement que moins elle en sait, mieux c'est. En réponse, Isaac insiste sur le fait qu'il ne dit pas cela. Malgré tout, sa jeune sœur admet qu'elle a découvert quelque chose. Cela a un rapport avec Jeanne de Saint-Clair. Elle demande si Proto est amoureux, puisqu'il la suit sans arrêt. Proto explique que ce n'est rien et lui dit à nouveau de se mêler de ses affaires. Il lui rappelle également qu'elle a passé du temps avec Silas, mais Madeline ne nie pas, ajoutant que le garçon est très beau. Au milieu de la discussion entre frères et sœurs, quelqu'un frappe soudainement à la porte. Tous deux se figent au milieu de la discussion, se demandant qui cela pourrait être. Au moment où Proto ouvre la porte, il est complètement surpris. La personne qui s'y trouve est Jeanne, qui le salue avec un sourire chaleureux. Et cette histoire se termine ici.